Bienvenue dans Planète Daron, le podcast belge qui lève le voile sur les réalités des parents. Alors dans ce podcast, nous n'avons qu'une seule mission, informer à travers des expériences de vie, avec comme valeur principale la transmission. Alors accrochez-vous parce que ça décoiffe sur cette merveilleuse et périlleuse planète des darons. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Axel Balieu. J'ai fondé ce podcast en février 2023, après avoir vécu un immense bouleversement à la naissance de mon fils. Et dans mon autre vie, je suis responsable des campagnes publicitaires pour mes clients dans une agence média à Bruxelles. Abonnez-vous pour ne rien rater sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube et sur TikTok. Je suis hyper ravie de vivre cette aventure avec vous. Alors, avant de commencer, j'ai envie de vous parler d'une façon révolutionnaire de découvrir le vin. Alors, directement chez vous, sans prise de tête, avec du sens et du goût. Nous, ça fait 5 ans qu'on est abonnés et c'est pour vous dire comme nous sommes convaincus. Alors, c'est ce que Martin et l'équipe Vinéast ont imaginé avec leur formule d'abonnement. L'idée, c'est simple. Chaque mois, vous recevez une sélection de vins bio, triés sur le volet par Martin et son équipe. Mais attention, c'est pas juste un colis avec des bouteilles, c'est une expérience complète. Chaque abonnement est conçu pour vous emmener en voyage dans les vignobles sans bouger de chez vous. Et dans la box, vous trouvez 2 ou 3 bouteilles. Ces surprises, elles viennent de petits producteurs passionnés et sont souvent introuvables dans les circuits, les magasins classiques. Des vins qui ont une histoire, une âme et qui respectent la planète, bio ou mieux. Alors, uniquement des vins européens, car Vinéast travaille en circuit court pour des prix justes à chaque étape. Vous recevez aussi une fiche de dégustation ultra claire qui vous explique tout sur chaque bouteille, le domaine, le cépage et même des conseils pour déguster comme un pro. Et parfois, même une petite surprise, un accord mets-vin suggéré, une recette pour accompagner ta dégustation ou un cadeau bonus. Alors, ce qui rend ces abonnements vraiment uniques, c'est qu'ils s'adaptent à vous. Que vous soyez un débutant curieux ou un amateur éclairé, Martin vous propose des formules pour tous les goûts. Et si vous voulez faire plaisir à un proche, l'abonnement est aussi une idée de cadeau parfaite et c'est vraiment le moment de le faire. Elle est livrée avec une touche personnalisée et surtout, c'est sans engagement. Vous pouvez prendre un mois et vous arrêter tout de suite si vous le souhaitez. Alors, le petit plus, c'est chaque box reflète la philosophie de Vinéast. C'est du bio, c'est du circuit court et surtout, ce sont des producteurs qui bossent avec amour et avec passion et beaucoup de respect. Alors, si vous en avez marre des rayons de supermarché et que vous voulez du vin qui a du sens, Vinéast, c'est votre solution. Vous ouvrez votre colis et vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Lancez-vous, Martin vous offre 10% de réduction en utilisant le code promo DARON-10 sur vinéast.com. Aujourd'hui, je suis très émue, je suis vraiment très émue. Je cède le micro à mon merveilleux mari. Il est dans les coulisses de Planète Daron depuis le début. Alors, bien avant que le projet voie le jour, il m'a écouté en parler pendant des heures. Il a vu le projet naître, il a été là dans les moments les plus hauts en couleur. Il m'a toujours soutenue, il ne m'a jamais lâchée, surtout dans les périodes difficiles. J'ai bien conscience que c'est pas simple de vivre aux côtés d'une hyperactive comme moi, qui ne sait jamais s'arrêter et qui remet tout en question tout le temps. Bref, tout ça pour vous dire que mon mari a maintenant sa séquence dans le podcast Planète Daron. Ça s'appelle « Pourquoi papa ?» Vous avez le jeu de mots ? C'est une discussion entre darons, des hommes qui parlent de parentalité et c'est génial. Je suis tellement heureuse que mon mari donne la parole aux hommes, on adore ça. Et aujourd'hui, nous accueillons Chris Kionaert. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais moi, sa voix, je la connais par cœur. Vraiment, tous les week-ends, j'ai un de ses podcasts dans les oreilles. J'entends des hommes parler de MMA, oui, vraiment, de MMA. Mehdi m'a transmis son goût pour le MMA, mais surtout, il m'a donné envie de rencontrer cet homme derrière le micro de Fight Minds. Un jour, on se baladait à Namur et Mehdi me dit « Mais punaise, en fait, ça serait ouf que Chris vienne dans le podcast et j'aimerais trop parler daronnerie avec lui. » Et je lui dis « Ok, c'est bon, t'inquiète, je m'en occupe. » Je lui envoie un message. Et dans l'heure, j'avais une réponse. Et là, je me rends compte que je parle à un papa passionné, un homme qui a envie de s'engager, de faire bouger les lignes avec nous. Et porté par son énergie incroyable, quelques semaines plus tard, nous voilà ici, dans le studio de Vertical View, pour vous balancer la sauce. Et Chris, c'est un ancien combattant de MMA, un mari, un père, un homme passionné et généreux. Il a tellement de choses à dire, des expériences à partager, des batailles à raconter. Derrière son apparence de dur à cuire, et je peux vous dire que
il en jette. C'est un homme profondément humain qui porte ses valeurs avec fierté et qui veut briser les tabous. Il ne se contente pas de suivre les règles, il les défie. Il parle de sa paternité, de son parcours, de ses épreuves avec une authenticité rare. Chris est là pour lever le voile sur la réalité des darons, remettre en question les stéréotypes et offrir une vision nouvelle de la masculinité, de la famille et de la vie. Alors, comment fait-on pour être un père investi et un mari féministe quand on évolue dans un monde viriliste ? Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Mais juste une dernière chose, Mehdi, je veux te dire que je t'aime du plus profond de mon cœur. Je vais essayer de pas chialer. Je suis hyper fière de toi, de nous, et tellement heureuse de céder ce micro. J'ai une chance folle de t'avoir à mes côtés. Tu es merveilleux et je ne sais pas si tu t'en rends compte. Merci beaucoup. Je t'aime aussi, mon cœur. Et du coup, je vous laisse la place. Je vous sers un petit verre de vin. Et comme ça, Avec vous plaisir. pouvez commencer. Chris, bienvenue. Bienvenue sur le podcast Planète Daron et dans la nouvelle séquence Pourquoi Papa. Je vais être sincère avec toi. Je suis super content que ce soit toi le premier. Et on va commencer ce podcast. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton prénom, ton âge, Oui. ce que tu fais dans la vie, tes passions, et tu peux aussi nous dire le boulot de ta femme, comme ça au moins. Ça marche. Moi, tu peux te Tout dire. d'abord, merci de m'inviter sur le podcast. Le rôle de père, c'est clairement mon rôle préféré dans la vie. Donc, je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet particulièrement. Donc, je m'appelle Chris Genacht, comme ça a été très bien introduit par Axel. Je suis au tiers de ma vie, donc j'ai 35 ans. On fait le calcul, j'ai beaucoup d'espoir de vivre tard en mettant en place tous les piliers de la santé pour pouvoir profiter un maximum de mes enfants et si eux en ont des petits-enfants, etc. Si je suis invité sur Planète Daron, c'est parce que je suis père de famille. Et si je suis père de famille, c'est parce qu'il y a 11 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une merveilleuse femme, Ali. Elle a 1 an et demi de moins que moi. Ok. On est mariés depuis, dans un mois, ça fait 5 ans qu'on sera mariés. Et donc avec elle, j'ai eu 2 enfants. On a eu notre premier, c'est James. Il a un tout petit peu plus que 3 ans. Et on vient d'avoir... Ça passe vite. On a eu Lia, notre deuxième. Elle a 9 mois. Et donc, tu l'as très bien dit, tu m'as connu via Fight Minds. Donc, d'un point de vue professionnel, pour réembrancher sur ce point-là, je suis freelance et je travaille sur 2 branches, on va dire. Il y a la branche plus business, et pour être plus précis, je suis consultant. Et alors, il y a la branche sport, dans laquelle, pour être plus précis, c'est sur le MMA. Donc là, au travers de ma vie, j'ai toujours été passionné par le MMA. Je pense que ça fait 15 ans que je suis impliqué dedans. Et tu en as pratiqué aussi, hein, si j'ai pas C'est de ça, bêtises. j'ai eu un peu toutes les casquettes en fait. J'ai pratiqué le MMA, j'ai été coach de combattants novices, mais aussi de combattants professionnels pendant assez longtemps. J'ai été manager de ces athlètes, j'ai été promoteur, donc j'ai organisé des événements. Ah oui, ok. J'ai écrit 3 livres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je suis commentateur à la télé pour des chaînes belges et françaises. C'est à peu près tout, je pense. C'est déjà bien assez. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, franchement. Et donc forcément, là, j'essaie de lancer mon propre média, donc Fight Minds. Ça fait presque 2 ans que je m'investis dans ce projet-là. Et ça fonctionne assez bien. C'est passionnant parce que ça discute du MMA qui est ma passion. Et en plus de ça, on est libre de choisir les sujets qu'on veut aborder, ce qui est une qualité de vie incroyable. Oui, clairement. Et puis vous êtes aussi une chouette équipe, hein, vous êtes 4. C'est Et ça, donc exactement. vous abordez un peu, chacun a un peu sa spécificité. Oui, C'est ça qui est... Je travaille avec Brian, qui est la personne qui m'a permis d'espérer pouvoir vivre du MMA. Donc ça a été un combattant professionnel qui m'avait contacté, sorti de nulle part, pour gérer son équipe. Et ça s'est très bien passé. Donc on est devenus amis depuis Tu l'as longtemps. également coaché, lui. Hein. C'est ça, j'ai été son coach pendant la quasi-totalité de sa carrière. J'ai rencontré, il avait 3 combats pro. Aujourd'hui, il en a 15. Donc oui, la grosse Et partie il de sa continue carrière. encore à combattre. Peut-être. Ok. Voilà, on verra. 2025 peut réserver des surprises à ce Ok. niveau-là. La porte n'est pas fermée, la porte n'est pas complètement ouverte, Ok. donc je ne vais pas faire de spoiler par rapport à ça. Et je travaille avec Jonathan Cuben, qui est plus connu sous le nom de Momam Fine. Là aussi, on s'est rencontrés par hasard sur les réseaux parce qu'il était fan de MMA, donc il suivait des comptes MMA, mais il n'a aucun pote dans ce milieu-là. Un jour, il a commenté une de mes vidéos, on a commencé à parler comme ça, et le courant est très vite passé. Et je travaille aussi avec Aldric Cassata, qui lui est coach, notamment de Manon Fiorot, qui devrait combattre pour la ceinture UFC
prochainement. Donc voilà, c'est un coach de renommée en France et même à l'international. Oh oui, clairement, clairement. Écoute, maintenant que tout est clair, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. Heu, Quand est-ce que tu as rencontré ta femme? Donc c'était il y a 11 ans, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Et comment s'est fait cette rencontre? Je vais commencer par le début. Donc, on a fait nos primaires et nos humanités dans la même école, OK, en sachant qu'il y a 1 an et demi de différence entre nous deux. Elle est née en 91, je suis né en 89, donc il y avait 2 classes d'écart. Donc, on ne s'est jamais réellement calculé. 2 classes d'écart quand on est en primaire en humanité, ça paraît 10 ans d'écart ouais, aujourd'hui. clairement, ouais. Donc, on ne s'est pas calculé, mais on se connaissait les prénoms mutuels. Elle a toujours habité pas très loin de là où vivait mon cousin, chez qui je passais quasi toutes mes journées. Donc, voilà, de vue, on se connaissait assez bien. On s'était jamais réellement parlé, je pense, à l'école. Et disons que, c'est quoi, 8 9 ans après la fin de mes humanités, on s'est recroisés dans un bar. Euh, bon, c'était plus des bières, mais on avait pas mal consommé. Et ça s'est fait un peu comme ça. Donc, on s'est rencontrés dans un bar. Et je pense que elle, ça s'était fini avec son compagnon. Moi, ça venait de se finir aussi avec ma copine. On cherchait rien de particulier. Ouais, je vais être transparent. On peut être super transparent sur Bien le sûr, c'est le podcast. but, c'est Voilà, le on but. a commencé comme plan cul amélioré. Donc, on faisait des restos. Plus tard, après 2 3 mois, on commençait à faire des week-ends ensemble. Tout notre entourage disait mais vous êtes copains, copines. Et on disait non, 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 on voulait vraiment pas avoir cette étiquette. Et puis, je pense, après 6 7 mois où on a joué à ce jeu, ouais, on a décidé de se mettre ensemble et de commencer l'aventure. Et donc, ça a vraiment permis de. Tu sais, quand tu pars sur cette dynamique un peu plus orientée sexuelle et apprécier juste des moments cinéma, resto ensemble, ça permet sur toute une durée de se rendre compte qu'en fait, on joue pas en jeu, on n'est pas en train de s'inventer une vie pour plaire à l'autre, on est soi-même. Et comme ça matchait très bien en étant chacun soi-même, bon, on s'est dit pourquoi pas lancer l'aventure et quelle belle aventure. Oui, ça s'est fait un peu naturellement, quoi, c'est ça? Ouais, Vous ça a n'avez pas permis vraiment de, calculé, voilà, ça a vous n'avez permis de pas mis la commencer ultra pression naturellement. exactement, Ouais. ouais. Ah beh, c'est chouette aussi ça. Et est-ce que, vous avez tout de suite parlé d'avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose, auquel tu as toujours aspiré toi en tant qu'homme? Alors, j'imagine que c'est une conversation qu'on a eue relativement tôt, OK. juste pour savoir si on était ouvert ou fermé à l'idée. Donc elle, c'était un oui définitif dès le début. Et moi, c'était un... Oui, je me vois être papa à un moment de ma vie, mais on s'est rencontrés, on devait avoir 22 23 ans. Ouais, c'est ça, 23, peut-être 23 24 pour moi et 21 22 pour elle. Euh, donc moi, j'étais ouvert à l'idée. Quand j'avais 18 ans, je me voyais être papa à partir de 28 ans. Quand j'avais 25 ans, j'étais là, je fais, ouh, 28 ans, c'est trop tôt, laissez-moi profiter un peu. Mais voilà, on était tous les deux ouverts à l'idée, donc on en a parlé beaucoup plus tard. Mais le fait de savoir que ça faisait partie de nos plans, ça nous a aussi rassurés pour construire une relation. Parce que je pense que ça peut être très bloquant pour les couples. Oui, C'est un oui, facteur clairement. limitant, Oui, comme oui. on dit. S'il y Oui, en a un c'est qui veut absolument, l'autre qui veut vraiment pas, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir la discussion la plus compliquée, de dire est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse chemin oui, séparé, parce qu'on qu'à un moment, trouve. ça va coincer, Voilà, quoi. C'est trop exactement. important, bien sûr, À fond, à fond. clairement. Et quel était ton rapport avec la paternité? Est-ce que, toi, quel genre d'éducation tu as eu quand tu étais petit? Ah, c'est intéressant. Donc, j'ai été éduqué par mes 2 parents. Ils OK. sont restés ensemble jusqu'à mes 19 ans. Donc, je trouve ça relativement rare de tomber sur des gens qui ont eu des parents qui sont séparés très tard. Très tard, ouais. Je vivais encore avec eux, donc ils se sont pas séparés quand j'ai quitté la maison. Ils sont séparés quand j'étais encore aux études. Je considère avoir une éducation de 2 parents très aimants envers moi. Je sais pas si on peut parler d'amour fou entre eux, mais en tout cas, c'est 2 parents indépendants qui n'avaient pas énormément de temps à me consacrer dans le sens où ils finissaient tous les deux leur journée vers 18 heures en semaine. Mais par contre, le temps qu'ils avaient à me consacrer, ils le consacraient à fond. Donc si je faisais du foot, mon père et ma mère venaient tous les deux voir chacun de mes matchs chaque semaine de la saison. J'aime pas comparer, mais voilà, on voyait très bien qu'il y avait d'autres parents qui déposaient leurs enfants. Et c'est une relation différente. Donc je pense avoir été éduqué par 2 parents qui étaient très présents dans le sens où les temps qu'ils m'accordaient étaient de très très haute qualité. Euh, et avec une bonne dynamique, ils étaient assez complémentaires sur euh, les éléments sur lesquels ils étaient sévères. Mon père était très sévère sur les études, par exemple. Ouais. Ma mère était plus là pour m'aider dans mes études. Et mon père voulait absolument que je fasse du sport. C'était très important pour lui. Donc, ouais, ça a permis de construire
une personne, on va dire, épanouie. Et aujourd'hui, on peut même dire épapanoui pour reprendre le pourquoi papa. Comme ça, on a des jeux de mots là-dessus aussi. Et tu as des frères et sœurs? Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de... J'ai un demi-frère qui Ok. a 18 ans de plus que moi. Bah oui, forcément. Oui. Mathématiquement, ma mère a eu mon frère quand elle avait 17 ans et demi. Et 17 ans et demi plus tard, elle m'a eu moi. Donc, c'est tous les 17 ans et demi. Par contre, j'ai pas un demi-frère ou un frère de 17 ans et demi de moins que moi. Ah, ok. Je Mais croyais donc, justement que c'était ça. Ok. donc voilà, il y a un côté fraternité chez moi, mais forcément, mes premiers souvenirs, mon frère avait déjà 21, 22 Ah bah ans. oui, oui. Et je pense qu'il a quitté la maison vers 24 ans. Donc, quand j'avais Ok. 6 ans, j'avais un frère, mais qui vivait plus dans la maison. Donc, j'ai une éducation plus qui se rapproche à celle d'un enfant unique. Oui, oui, bien D'ailleurs, sûr. ça se ressent sur, on va dire, mes défauts d'égoïsme, etc. Je ressemble plus à quelqu'un qui a été enfant unique que quelqu'un qui a eu un frère. Par contre, l'entente avec mon frère, on s'est jamais disputé. On a déjà fait de nombreuses vacances ensemble. On s'entend super bien. Depuis que j'ai 13-14 ans, on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Évidemment, avant, il y a un genre de gap. Quand tu as 25 ans et que tu as un petit frère de, je fais vite le calcul, mais ouais, de 7-8 ans, tu vas pas passer beaucoup de temps avec lui. Alors que, voilà, à partir de 14 versus la trentaine, on commence à avoir des points communs, des moments qu'on peut vraiment partager. Ok, ok. Et lui a eu des enfants qui t'ont permis d'un peu appréhender la parent... Enfin, je veux dire, de voir un peu ce que ça voulait dire d'être papa, ce que ça faisait Oui. d'être papa. Donc lui a eu sa fille quand j'avais 10-11 ans. J'en suis le parrain. Ah, bah c'est Et chouette. donc c'est cool, forcément, ça m'a permis d'avoir un peu aussi, de voir la dynamique que c'est de devoir un peu gérer un bébé. Mais j'avoue que comme j'avais que 11 ans, je me souviens pas exactement Puis de même des beaucoup choses de auxquelles tu détails. ne te rends pas compte quand tu es jeune. Voilà. Tu t'en fous, quoi, c'est pas ça. Donc quand je suis devenu papa, c'était nouveau pour moi. C'était complètement nouveau Ah, pour ok. moi. Pour ma femme, c'était différent parce qu'elle, elle a aussi, elle a 4 frères au total. Ah. Un frère total, on va dire, et 3 demi-frères. 2 d'un côté, 1 de l'autre. Et donc elle a beaucoup plus eu ce côté baby-sit, parce que c'était des frères, pas des filleuls ou neveux. Donc voilà, elle avait plus d'expérience dans ce rôle de maman que moi qui devais vraiment découvrir ce rôle de père au moment où ça a été le cas. Ok. Et bah là, on va passer à la grossesse. Mhm. Comment ça se passe? Est-ce que c'était prévu? Oui. Donc c'était prévu. Comment elle te l'a annoncé? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été un choc? Est-ce que ça a été un soulagement? Donc tu vas directement sur les chouettes anecdotes. Donc moi, ça faisait un petit temps que j'avais eu le déclic. Donc ma femme, elle était sûre qu'elle voulait des gosses depuis assez longtemps. La vie est une question de timing. Donc elle savait qu'elle Clairement. voulait des gosses, mais elle avait un métier à l'époque. D'ailleurs, elle a fait l'ouverture du Martins Louvain-la-Neuve ici, pas Ah. très loin. Donc forcément, quand tu travailles dans un hôtel, c'est en shift. Elle était chef de réception. Donc quand il y a un absent, c'est elle qui devait... Oui, c'est des horaires très compliqués. Hein. Quand tu as une vie de famille, Voilà. c'est... Et ouais, donc, non, c'est pas- imaginez être une famille avec ce genre d'horaire, c'était très compliqué. Ouais. Nous, on voulait offrir un maximum de stabilité à nos enfants. Donc, on a dû attendre qu'elle ait une nouvelle vie professionnelle pour vraiment l'envisager. Moi, j'ai eu le déclic quand mon cousin a eu un gosse. Je pense que c'est vraiment ça. Il a eu son gosse, je suis tombé fan, je me suis dit, OK, je vais être papa. Et je pense que toutes les semaines, je disais à ma femme, je veux un bébé, je veux un bébé, Ah je veux oui, un c'était bébé. toi qui étais demandeur. Quoi. C'était OK. Ouais, alors c'est marrant parce que c'est elle qui était le plus ouverte au Ouais. début, mais c'est moi qui ai été le plus insistant, on va dire, à partir du moment où je me suis senti réellement prêt. Mais effectivement, il y avait toujours cet élément bloquant de son métier. Et pendant le Covid, on a tous les deux changé de métier en même temps. Et elle est devenue à la fois office manager et assistante RH dans une boîte IT, donc quelque chose de De beaucoup plus carré avec des Voilà. horaires tout à fait les horaires de sont bureau, stables, normaux. Ouais. c'est lundi au vendredi. C'est extrêmement rare qu'elles doivent travailler le soir ou le week-end. Donc, c'était très stable. Et en plus, moi, j'avais vraiment cette vision plus entrepreneuriale. Et donc, s'il y en a un des deux qui doit devoir travailler des soirs, des week-ends, c'est plutôt un avantage que l'autre ne doive pas. Et à l'inverse, quand ma femme est au boulot, s'il y a un problème, c'est moi l'indépendant qui peut me libérer du temps pour aller chercher les enfants si ça s'avère nécessaire. Donc, dès le moment où on a eu ça, c'est au moment où on s'est mariés, grosso modo. Donc, on s'est mariés. On a décidé d'arrêter la pilule. Enfin, elle a décidé d'arrêter la pilule à ce moment-là. Et on avait lu quelques trucs comme quoi 6 mois après, il faut un peu attendre que les hormones se régulent. Et donc, pendant 6 mois, on faisait attention. Et après, on a arrêté de faire attention. Et dans le premier cycle, elle est tombée enceinte. Donc, on a eu énormément ok. de chance là-dessus. Donc, on était tous les deux prêts. On était tous les deux enthousiastes à l'idée d'être parents. On était tous les deux soulagés que ça aille vite parce qu'on entend toujours des histoires de gens qui essayent pendant 3-4 ans. Ça devient une source de stress. Et ça,
On voulait évidemment éviter. Après, c'est pas de votre ressort, hein, ça malheureusement, c'est la Pas vraiment. c'est la vie, ouais. Maintenant, C'est- paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais je ne sais pas si c'est une coïncidence. Nos 2 enfants, on les a eus dans le cycle où je faisais mon LTR. Donc chaque année, à l'époque, je faisais un mois où je mettais 10 règles par rapport à la santé que je suivais à la lettre. Donc pas d'alcool pendant un mois, Mhm. du sport tous les jours, manger sainement. Enfin voilà, je mettais toutes des règles comme Enfin, ça, un aller petit dormir reboot, aux quoi. mêmes heures, se lever aux mêmes heures. Et je faisais un gros effort comme ça pendant un mois pour essayer de garder les bonnes habitudes sur la suite de l'année. Et donc nos 2 enfants, on les a conçus à la fin de ces mois-là. Donc je pense que ça peut rajouter des petites chances de notre côté. Donc voilà, James, on n'a pas dû trop chercher, ça s'est fait dans le premier mois. Alors la manière dont elle me l'a annoncé, je vais essayer de bien me souvenir de chaque détail parce qu'évidemment, quand il y a une émotion super forte, on oublie un peu les détails. Mais donc, elle s'est réveillée assez tôt. Elle le sentait, donc elle était allée acheter des tests. Elle a fait les tests le matin, c'était positif direct. Donc, on dit souvent qu'il faut attendre 2-3 minutes ou un truc comme ça. Là, dans les 30 secondes, il y avait les barres qui indiquaient c'est bon, t'es enceinte. Et c'est une époque où elle se réveillait genre 20 minutes plus tôt que moi. Elle prenait sa douche et puis moi, je me réveillais. Et donc, je me réveille et je la vois dans la salle de bain sur son téléphone. C'est pas normal. Et je vois qu'elle a préparé genre sa caméra. Et donc, je me dis, c'est bizarre. Et je ne suis pas réveillé du tout. Donc, moi, je me lève, je vais aux toilettes parce que bah, c'est la première chose que je fais le matin. Oui, le matin, je fais pipi assis. Voilà, comme ça, tout le monde le sait. Et donc, ce qu'elle avait fait, donc, on a nos toilettes qui sont ici et il y a la baignoire qui est juste en face des toilettes. Donc, elle, ce qu'elle avait déposé sur la toilette, c'était. Elle avait tout prévu. Elle avait acheté une petite tute avec Ouais. Love Dad ou un truc comme ça. Le test était dessus et elle s'attendait à ce que je m'assoie sur la toilette. Et que tu Et que fasses je tombe attention et que dessus. tu tombes dessus, ouais. Sauf que moi, j'avais vu via le miroir qu'elle était en train de filmer. Et donc, je vais vers la toilette et je fais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu filmes? Et en plus, je devais ouvrir la toilette. Et donc, j'ouvre la toilette, je vais pour m'asseoir et puis je me dis non, elle a fait la blague avec le film plastique où je vais pisser, ça va me rebondir dessus. Et donc, je fais mais non, même filme pas pendant que je pisse. Et donc, je suis allé en bas pour pisser. Et donc, j'ai pissé en bas. Et là, je tilte. Je fais non, elle est enceinte de fils. Et donc, je me dépêche de finir de pisser parce que j'étais là, je fais, oh, j'ai gâché la surprise et tout. Et donc, je remonte et je fais, on va être papa. Donc, je foire complètement ma phrase. Et donc, forcément, larmes aux yeux, je lui fais un gros câlin. Je pense qu'elle a quand même réussi à filmer ce moment. Ouais. Mais voilà, après, je vais dans la toilette et effectivement, je vois qu'elle avait préparé les indicateurs sur la baignoire. Donc, j'ai un peu foiré son annonce, on va dire. Ouais. Vous faites souvent des blagues comme ça que tu t'es méfié Non, pas comme du ça, tout. non? Ah, c'est bizarre, Pas ouais. du tout. J'étais Tu crevé. vois C'est Ouais. mon réveil. C'est- Voilà, mon cerveau était pas encore en place. Et, Ok. je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais en même temps, tu te réveilles, ta femme te filme pendant que tu pisses. Oui, non. Ton premier truc, c'est pas genre elle est enceinte. Surtout que c'est la première fois. Ouais. Donc voilà. Non, moi, le matin, il faut rien me demander. Enfin, faut pas discuter avec moi, faut pas trop m'en demander. Le silence, c'est bien aussi. Donc, Voilà. je te comprends. Et qu'est-ce qui t'est passé à travers la tête dès que tu as appris ça? Est-ce que tu as ressenti du stress? Est-ce que tu étais, Non, impatient? impatient plutôt. Impatient, ouais. Ça faisait assez longtemps que je voulais qu'on ait cette situation. Et ouais, le premier truc que j'ai pensé, c'est ok, maintenant il faut que je mette tout en place pour être prêt. Par expérience professionnelle, je sais que chaque chose qu'on ne prévoit pas, on doit l'improviser. Et sur les gros projets, même quand tu as tout prévu, tu dois improviser. Donc si tu laisses trop d'improvisation et qu'en plus par-dessus tu dois improviser, ça va être directement en bordel. Donc moi j'ai commencé directement à essayer de trouver des vidéos explicatives, les meilleurs livres que je pouvais trouver sur l'éducation, la nutrition de l'enfant. Et voilà, je me suis renseigné de cette manière-là sur comment être un bon père. J'ai un ami à moi qui m'avait une fois dit, mais ça remonte à il y a 7-8 ans, que, en tout cas à l'époque, peut-être que ça a changé maintenant, quand tu as un nouveau métier, il y a quasi personne qui a le réflexe d'aller sur Google. Maintenant, on peut aller sur ChatGPT pour ça, mais en disant que faire un bon commentateur, ou comment être un bon commentateur, ou comment être un bon business analyst, ou peu importe le métier. Et ça m'est resté en fait. Et donc maintenant, quand j'ai un nouveau rôle dans ma vie, mon premier réflexe, ça va être d'aller me renseigner sur Internet sur comment mettre en place les choses pour s'assurer d'être bon dans ce que je fais dès le début. Ok, donc tu as vu ça un peu comme un projet. job, un Ouais. côté professionnel, c'est ça qui est C'est marrant. un Parce rôle. que Ouais, c'est un rôle. J'ai toujours cette déformation professionnelle Ouais, parce que c'est j'ai ça, travaillé ouais. 4 ans dans la performance d'entreprise. Ah oui, des formations professionnelles. Et ouais, donc, total, comme je suis ouais. dans le sport aussi, la Ouais. performance est omniprésente dans C'est le vrai, sport. Et donc c'est la clé, maintenant, hein. j'ai vraiment un peu des déformations, mais je pense que ça peut être bénéfique de vraiment
tout visionner en format KPI, performance, objectif. Voilà. Attention, j'ai l'impression d'entendre parler ma femme. Donc ouais, je me suis renseigné, j'ai lu plusieurs livres. Ma femme aussi, elle est beaucoup plus passionnée par tout ce qui est profiling, de manière générale, hein, profiling, body language. Donc elle s'est plus dirigée sur les livres psychologie de l'enfant, comment fonctionne le cerveau de l'enfant. Moi, je suis plus sur l'activité sportive, la nutrition, donc je me suis plus dirigé sur ces éléments-là. Et puis sur le confort de manière générale pour l'enfant, les 4 raisons pour lesquelles il peut pleurer. Ce sont des choses qui m'ont vraiment aidé et qui m'ont rassuré avant même la naissance en me disant, OK, si mon enfant pleure, ça peut être 4 raisons. Et donc on teste un, c'est pas ça, on teste l'autre, c'est pas ça, on teste l'autre, c'est pas ça, on teste l'autre, c'est pas ça, on revient au premier et jusqu'au moment où il pleure pas, quoi. Et ça m'a vachement aidé d'avoir ça parce que ça permet de garder le contrôle dans les situations chaotiques. Ok. Mais donc, à la vue de ce que tu me dis, tu as été un père très impliqué dans l'accouchement, j'imagine, étant donné que tu Tout, étais fort ouais. renseigné. Voilà. Tout. Donc j'étais là à tous les rendez-vous médicaux. J'étais pas encore indépendant à ce moment-là, mais j'avais un manager qui était fort axé performance et qui avait vraiment le même mindset que moi sur le travail. On était tous les deux d'accord pour dire que tant que le travail est bien fait, tant que tu as des objectifs à la semaine et que tu les remplis avant la fin de la semaine, pourquoi regarder les heures? Exactement. C'est le Je suis rôle du d'accord avec toi, manager ouais. de savoir la charge de travail qu'il donne à ses Mhm. enfin, à ses N-1, on va dire. Mhm. Et si le N-1 fait ça en 20 heures plutôt qu'en 40, eh ben, tant mieux pour lui. Donc il avait cette vision-là, ce qui, moi, m'a permis de déjà vivre un peu comme un indépendant, dans le sens où on a un rendez-vous médical à 11 heures le mardi, eh ben, je viens le 11 heures à mardi. Ok. Est-ce que vous avez fait des choses spécifiques pour la préparation à l'accouchement? Est-ce que vous aviez un projet de naissance ou des choses comme ça? Oui. Donc on a fait de la... L'autonomie? Non, dans l'eau. Préparation yoga dans l'eau. Voilà, Oui, du ok. yoga dans l'eau. Ouais, C'était ouais. beaucoup des exercices de respiration et de Ouais. cohérence ensemble pour essayer d'être vraiment à 3 au moment de l'accouchement. Être Donc synchronisé, voilà, ouais. c'est ça, essayer de se D'aider à calmer synchroniser, la personne. d'être Ouais. ensemble, de faire en sorte que ce soit solidaire. Ça nous a assez bien aidé. On aime bien aller à la piscine de toute façon, donc quoi qu'il en soit, c'était chaque fois 1 heure par semaine qu'on passait ensemble, qui était agréable. Euh, Puis ouais, on avait un projet de naissance parce que la sage-femme de ma femme, avait conseillé de faire un projet de naissance. Donc voilà, on avait tout écrit. J'avais écrit qu'elle voulait un sandwich à l'américain après l'accouchement, enfin, le classique, quoi. Le classique, J'ai ouais. commandé des sushis une fois que c'était fait. Donc on était super prêts. Encore une fois, plus tu prévois, moins tu dois improviser sur le moment. Comme c'était le premier, on voulait pas que tout soit carré parce qu'on sait que ça peut partir dans toutes les directions. Ouais, Mais c'était on un voulait problème, que ouais. tous les éléments sur lesquels on peut avoir un contrôle en amont, on voulait avoir ce contrôle en amont. Et puis, ça nous permettait de se concentrer sur les obstacles ou les imprévus sur le moment même. Et on en a eu beaucoup. Mais voilà, mais écoute, tu fais le... La transition La parfaite. transition est parfaite. Comment s'est passée la grossesse alors dans tout ça? La grossesse, super. Ok. En termes de fatigue, en termes de nausée, elle n'en a pas eu. Ok, super. Fatigue, comparé, enfin, rien de grave. Rien Elle de était grave, mais fatiguée, c'est mais normal. c'était Oui, pas quand grave. tu... Elle a juste eu le diabète gestationnel et ça a été compliqué pour nous parce que toutes les personnes qu'on est allé voir nous donnaient des conseils qu'on suivait déjà. Donc comme moi j'étais très Documenté, renseigné très sur la renseigné, nutrition, ouais. c'était pas uniquement sur la nutrition de l'enfant, mais sur la nutrition Mhm. de la maman. Il y a un de mes livres préférés qui s'appelle Power of Habit, Ouais, je dans connais, lequel ouais. il y a cet exemple justement. Il y avait beaucoup de mortalité infantile aux États-Unis pendant toute une période. Et tu as quelqu'un qui a fait une étude là-dessus et qui s'est rendu compte que c'était à cause de la nutrition de la maman. Et donc, pour solutionner ce problème, ils ont mis des cours de nutrition euh, à l'équivalent sixième, enfin réto pour nous. Et ça a drastiquement diminué la mortalité infantile aux États-Unis. Comme quoi, la nutrition chez la maman est très importante Ouais. pour Ce qui est logique, hein. voilà, la santé du C'est tout bébé. à fait logique. Donc elle mangeait déjà super bien, donc on comprenait pas, il y avait rien à faire. Donc au final, elle s'est juste piquée 3-4 fois par jour pour s'assurer que ça dépassait pas 140, je pense. Et au final, il n'y a pas eu de souci. C'était juste très frustrant parce qu'on se disait, bah, tous les conseils qu'on nous donne, on les suit déjà. Il n'y a pas eu d'ajustement par rapport à ce diabète gestationnel. Et l'accouchement alors? Alors l'accouchement était beaucoup plus rude. Ah. Euh, Elle a accouché la veille de la date prévue, donc à ce niveau-là, nickel. Ouais. C'est assez marrant, hein, on a l'impression qu'elle a tellement visionné, parce qu'il y a quasi que des anniversaires le 10 du mois dans sa famille. Elle est née le 10 avril, il y a quelqu'un qui est né le 10 octobre, quelqu'un qui est né le 10 juillet. Et donc elle se disait, ouais, le 10 août, on va avoir James.
Effectivement, le 9 août, vers 22h, elle commence à avoir des sales contractions. Ouais. On prend le bain. On nous a tout le temps dit, ouais, allez pas trop tôt à l'hôpital parce qu'il y a un risque de revenir. Notre hôpital, il était à 45 minutes de route, donc on n'avait pas trop envie de taper un aller-retour. Ouais, non. Finalement, au moment, on se rend compte qu'il faut aller à l'hôpital, donc on y va. On y va juste après minuit, tu sais, comme ça, tu as une nuit gratuite. Ça fonctionne bien. Donc on arrive juste après minuit. Et là, elle souffre de dingue. Donc à la base, elle savait pas trop pour la péri parce qu'elle elle est pas à l'aise avec les aiguilles, ma femme. Donc quand tu es enceinte, des petites prises de sang quasi tout le temps. Ouais, Voilà, elle a fait un travail sur elle, maintenant c'est plus simple. Mais voilà, la péridurale, elle était pas trop pour. Mais là, elle souffrait beaucoup trop. Donc on l'a fait vers 2h30 du matin. Assez vite, quoi. Ouais. Ça lui a permis de dormir et moi aussi jusqu'à 6h du matin. Et puis là, le travail a commencé. Et le travail a réellement commencé à midi. Et notre enfant est né à 3h30. Donc 3h30 de vrai travail avec la gyné. C'était une gyné qui avait 35 ans d'expérience. C'est la première fois de sa vie, enfin de sa carrière, qu'elle a dû faire appel à une deuxième gyné pour venir aider. Parce qu'on a eu besoin de prendre les ventouses, forceps après. Ah oui, carrément. Ouais, c'était chaud. C'était fin de période de Covid. Donc on lui avait... Elle avait le masque. Et en fait, la deuxième gyné, quand elle arrivait, elle lui a enlevé le masque. 2 poussées, il était là. Ça paraît bête, c'est peut-être ça, on ne sait pas trop. Et donc, on a mis James sur Ali. Et limite à la seconde, ils ont retiré, ils ont pris James backstage, enfin dans une autre salle, parce qu'il respirait plus, quoi. Donc nous, on était en stress. Ma femme, elle était vide d'émotion. Elle m'a dit si on revenait et qu'on disait qu'il était décédé, elle aurait même pas pleuré. Elle était drainée, quoi. Elle avait plus la moindre énergie. Elle était au bout de souffle, au bout de. Elle était épuisée, quoi. Rien, quoi. Elle avait plus rien, elle avait tout donné. Et moi, j'étais donc. Quand on a mis James sur Ali, j'ai commencé à pleurer. Quand on l'a retiré, j'ai arrêté de pleurer. Ou j'aurais pu pleurer pour une autre raison. J'étais plus le stress a pris le dessus. Et là, je sais pas dire. C'était peut-être 2 minutes, c'était peut-être 10 minutes. Ça paraissait très long en tout cas. La gyné nous dit, on entend votre enfant pleurer. Et je pense que c'est une des rares fois dans la vie d'un père que tu es content que ton enfant pleure. Donc là, on était très contents. Puis une infirmière m'a dit, vous pouvez venir voir votre enfant dans l'autre pièce. Et c'était assez compliqué comme situation parce qu'il était tout tendu. À poil en train de faire une crise, mais après on l'a mis sur moi, il a arrêté de pleurer, et là ça allait mieux, et donc j'ai quand même pu pleurer après au moment où j'ai envoyé les messages à tout le monde comme quoi on était parents. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a traversé Mais après le stress, après le stress, oui, je veux dire, après le stress, du bonheur, oui. Voilà, il y a toujours un petit stress avant l'accouchement, parce que on a déjà entendu les pires histoires du monde, et d'ailleurs si vous avez des mauvaises histoires à raconter, les racontez jamais à des parents. C'est un stress que vous rajoutez qui est inutile. Donc voilà, c'est un gros soulagement. Et puis, on se concentre sur ce qui va arriver dans les prochains jours. Donc, c'est de la découverte. On ne s'attend pas à ce que ce soit si petit, puisqu'on n'avait pas vu de petit bébé depuis très longtemps. Ça a l'air tellement fragile comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un côté stressant. Par exemple, quand l'infirmière dans l'autre pièce m'avait dit « Vous pouvez prendre le bébé », j'ai dit, est-ce que je peux le prendre assis? J'avais peur de le prendre debout et je sais pas, de trébucher. Donc, on m'a mis sur une chaise qui roule. On m'a donné le bébé comme ça et je bougeais pas. J'ai demandé à une infirmière de me faire rouler jusqu'à ma femme. Et puis, j'ai demandé à une infirmière de le déplacer sur ma femme. Et puis, quand c'était sur ma femme, là, j'étais safe. J'étais OK. Elle gère. Je sais qu'elle gère. J'ai envoyé les messages à tout le monde comme ça pendant 1 heure. C'est elle qui gère. Voilà. Et puis, elle peut en profiter aussi. Ah, mais c'est chouette. Et il faisait combien de kilos? 3,5 kg. Rien de... Okay. Ça va. Voilà. C'est à la naissance, il était dans la moyenne. Par contre, là, il a tout explosé en termes de courbe de taille. Là, il va me dépasser. Moi, je t'avais jamais vu en vrai, mais c'est vrai que t'es grand. Hein. Tu fais quoi? Tu fais 1m95. 95, ouais, c'est ça. T'es un beau bébé aussi, donc à mon avis... J'essaye. Donc non, lui, il est géant. Il porte du 6 ans, il a 3 ans. Ah non, attends, excuse-moi. Pour les cadeaux de Noël, là, on demande du 8 ans. Ah, il est pire que le mien. Ouais, déjà, le mien... moi, il a 3 ans et demi, 22 kilos. Ah bah ok. Ouais, mais moi, c'est un castard, quoi. Ouais, c'est vraiment... Non, nous, il est sur la P... Enfin, il est un peu au-dessus de P50 sur le poids. Par contre, la taille, c'est déconné. C'est vrai. C'est abusé. Il est géant. Après, ça te manque pas quand il était tout petit, comme ça, et qu'il grandisse comme mais en ça. fait, lui, il a grandi tellement vite. Ouais. C'est un peu... Moi, j'ai l'exemple avec des chats, parce que j'ai des potes qui ont des chats, et donc tu vas voir ton pote qui a un nouveau chat, tu fais, oh, il est tout petit, et puis tu retournes 2 semaines plus tard, tu vois le chat qui est énorme, et lui, il dit, ah ouais, il a grandi, parce qu'en fait, lui, il le voit tous les jours, donc tu vois pas spécialement la croissance. Ici, la raison pour laquelle on s'est rendu compte qu'il grandissait vite, c'est parce que chaque fois qu'on allait chez la pédiatre, elle dit, mais c'est abusé, il n'est pas juste au-dessus de la P97, tu vois, il explose le bazar. Ouais, il est gigantesque. Et comment s'est passé alors le retour à la maison?
l'organisation avec le bébé Alors, pour James, j'étais tellement peu à l'aise et ma femme était tellement épuisée qu'on a essayé de gratter un maximum de jours à l'hôpital. Donc, je crois qu'on est resté 3 nuits, 4 jours à l'hôpital. Et ils ont bien voulu. Oui, ils ont bien voulu. Ah, parce ok. que justement, comme l'accouchement a vraiment été très difficile, ils nous ont envoyé des psychologues et tout. Ils ont demandé si on avait besoin de consulter. Ah, mais c'est chouette ça, parce que je sais que, voilà, nous, ils nous ont vite. Enfin, en général, malheureusement, ils essayent de vite te dégager, Ouais. parce que je pense qu'il y a un manque de personnel, parce que le but, voilà, c'est de ne pas rester là trop longtemps. Là, en l'occurrence, Mais, ils ont été géniaux ok, par rapport à super. ça. Je pense qu'ils sentaient quand même que ma femme avait du mal à récupérer de l'accouchement et que moi, je n'étais pas encore super à l'aise avec l'enfant. Donc, ouais, je pense qu'elle a accouché, je ne sais même plus quel jour. Mardi, on était de retour. Ouais, c'est ça. Elle a accouché un mardi. On était de retour le vendredi à la maison. Le retour, j'étais méga stressé sur le trajet. Et excuse-moi de J'ai roulé, t'interrompre, juste, mais avec le milieu paramédical, en tant que papa, Oui. est-ce que tu t'es senti concerné? Oui, à fond. Voilà, parce que je sais quelquefois, on a quelquefois ce problème-là en tant que papa où on est un peu mis de côté, Oui. où on ne nous adresse pas la parole parce qu'on est le papa. Ah non, moi, c'est voilà. génial. Franchement, les sages-femmes, donc c'est à l'hôpital de Braine, Ok. les sages-femmes étaient toutes géniales. Toutes vraiment géniales. Elles m'ont impliqué à moi. Après, je pense qu'elles sentaient aussi que je voulais Que m'impliquer. tu voulais t'impliquer. Ouais. Parce que, étant donné que ma femme avait de l'expérience avec ses petits frères et qu'elle était très à l'aise dans le rôle de maman et que moi, je devais le découvrir, ben, je voulais prendre un maximum d'expérience le plus tôt possible pour me sentir à l'aise avec... elle n'arrivait pas encore à allaiter, donc donner le bibi, changer, faire le bain. C'est moi qui voulais tout faire. Et puis, comme ma femme était épuisée, je voulais aussi prêter main forte Ouais, au l'aider, maximum. la soulager. Ouais. Dès que les infirmières, les sages-femmes me disaient il faut aller chercher quelque chose à la pharmacie, je fonçais. Enfin voilà, j'étais à fond impliqué dès le début et je pense que ça m'a aidé aussi à avoir des sages-femmes qui s'exprimaient à moi directement ou au couple et pas seulement à la femme comme ça peut arriver souvent. Ouais. Bah écoute, Chris, on va faire une petite pause, on va quand même le goûter ce vin. Bah oui, oui. Parce que bon, Je vais il esquiver est là, le micro on parce l'a- que je suis gaucher en plus. on l'a laissé bien décanter, je pense. Ah ouais. Alors, l'intro d'Axel, ça m'a vendu le truc. Hein. Je pense que je vais m'abonner. Je consomme plus beaucoup d'alcool depuis que je suis papa. Mais ça a bien vendu le truc. Et c'est vrai que quand on a des invités, on est toujours... En fait, à notre mariage, on avait pris full bouteille de vin. On s'est marié il y a presque 5 ans. On en a encore dans le garage. Donc, on ouvre tout le carrément. temps la même bouteille Ouais. quand on a des invités. On se dit, ah, ça pourrait Comment être ça chouette peut en avoir marre, quoi. Voilà. Ouais, je Nous, on comprends. commence à en avoir marre. Ouais. Même nos invités qui viennent que 2 fois par an, ils disent, ouais, c'est chaque fois le même vin que vous nous ouvrez. Là, ça va pas. Donc, ouais, c'est cool. Ah non, c'est très chouette. T'as bien vendu le truc. Et là, le vin... Alors, je fais partie des... Comment t'avais dit? Débutants curieux. Ouais. Voilà, je fais partie de cette case-là. Je sais apprécier un vin, mais je sais pas dire le cépage, même le goût. Ouais, c'est très compliqué ça. quand J'avais même, une fois fait une dégustation de vin, et dans le descriptif, il y avait goût épinard cuit à la vapeur. Et, Oh. alors, épinard, je veux bien, mais cuit à la vapeur, pourquoi tu précises ça? Il y a vraiment une différence avec l'autre manière de cuire. Donc, je suis pas à ce niveau-là. Je pense pas que j'y arriverai un jour, mais voilà, il est très bon. Ah. Oui, il vient de chez moi. En Il vient plus, de ma région, ouais. Moi, je suis. C'est à Montepulciano et vous savez qu'il est délicieux. On l'avait déjà goûté il y a 1 an et on était un peu à tomber amoureux de ce vin. Donc, on l'a reçu dans la box. On était très, très contents. Et en plus, c'est toujours des vins un peu en petite quantité qui viennent vraiment de petits producteurs. Et les vins italiens, c'est très compliqué à avoir. Enfin, en tout cas, j'en avais discuté avec Martin de Vinéaste. Et c'était très intéressant la discussion qu'on avait eue. Donc voilà, ça fait plaisir. Et donc, tu pourras utiliser notre code promo ah bah, avec grand pour plaisir. prendre je l'abonnement. vais Ouais. attaquer, Comme je ça, vais tu attaquer. penseras à nous quand tu ouvriras une bonne bouteille de vin. À chaque fois, ouais. Donc, reprenons. Donc, ouais, vous êtes de retour chez vous. Ouais. Au niveau de l'organisation avec le bébé, comment ça se passe? Bah écoute, tout était prêt. Tout était prêt. forcément, Bah oui, ouais, tu m'étonnes. Bah oui. voilà, De ce que tu me dis, oui. Après, encore une fois, c'est pas parce que tout était prêt qu'on avait pensé à tout. Mais ça se passe vraiment nickel. Donc, la sage-femme de ma femme, ça fait chaque fois bizarre de me le dire. À peux notre dire la mariage, mon père sage-femme, avait fait t'es pas obligé une de déclaration préciser, en hein. disant que c'était un homme pour ma mère. Ah, ok. Et donc, ça se dit homme sage-femme. Ouais. Juste pour l'anecdote, je savais pas. Moi, je pensais qu'on disait un sage homme, mais voilà, on dit ça pour autre chose, à mon avis. Donc, tout était prêt. Ma femme voulait absolument allaiter. Elle n'avait pas réussi à l'hôpital. Ah. Et donc, sa sage-femme avait dit, et sa gyné aussi, est-ce que vous avez déjà pleuré, madame? Et elle n'avait pas encore pleuré du post-accouchement. Et donc, elle a pleuré sur le trajet vers la maison. Tu lui as crié dessus violemment. Ouais, c'est ça. Non, elle a eu une montée d'émotion à ce moment-là. Je pense que le fait qu'elle ait été vidée pendant l'accouchement, elle a dû
reprendre un peu toutes les hormones. Et donc, elle a pleuré sur le trajet. Et forcément, le lendemain, elle a réussi à allaiter. Ah, chouette ça. Donc, à partir de là, ça a été encore plus facile, en fait, parce que pour l'homme, c'est ultra confortable quand la mère allaite Ouais. sur les nuits. Bon, alors, les premières nuits, chaque fois qu'elle se réveillait, par solidarité, je me réveillais. Jusqu'au jour où Quel homme. voilà, sa sage-femme est venue à la maison. Elle a dit non, vous dormez la nuit, comme ça vous pouvez aider plus la Pendant la journée. journée. Et c'était un conseil de dingue en fait. Du coup, je passais des bonnes nuits. Ma femme gérait le James quand il se réveillait pour manger. Et donc moi, la journée, forcément, ma femme, elle a eu plein de problèmes postpartum pendant 4 mois. Il n'y a eu qu'une semaine où elle n'était pas sous médoc. Elle a vraiment eu des problèmes dans tous les sens de santé. Et donc moi, ça m'a permis de vraiment être présent, m'occuper de la maison, faire en sorte que ce soit bien rangé. Dès qu'il fallait monter pour chercher quelque chose ou descendre pour chercher quelque chose, je pouvais le faire. Et Donc, t'avais pris ton congé paternité. tout à fait. Donc j'avais pris un congé paternité. Je ne sais plus exactement de combien de temps, mais dans tous les cas, même après le congé paternité, j'avais négocié pour faire que du télétravail. J'avais un métier qui me permettait de Ok, travailler cool, à 100% de la maison. Donc C'est chouette. voilà. Encore une fois, c'était toujours avec ce manager qui faisait à la performance, à l'objectif. Et donc je remplissais mes objectifs et si je devais travailler à 22 heures, je travaillais à 22 heures, ce qui me permettait en journée de pouvoir être présent et aider ma femme et mon enfant si le besoin était présent. Elle a allaité jusque quel âge? Alors malheureusement, ça faisait partie des nombreux problèmes qu'elle a eu après l'accouchement, elle a dû arrêter après 2 mois et demi parce qu'elle a eu un abcès au sein. Ah, Ça s'est ouais. d'abord engorgé et puis elle a dû être opérée Ma d'urgence. femme aussi, elle a eu elle souffre la pauvre, hein, franchement. Voilà. Et donc, elle a dû être sous antibio. Donc, dès le moment où elle était sous antibio, on Ouais. a arrêté d'allaiter. Heureusement, la transition a été nickel. Aucun problème. Donc il a pris le bibi sans souci. Sans souci. Moi, le mien n'a jamais pris le bibi. Comme ça, tu le sais. Jamais. Jamais. Waouh. Ma femme, il faut rendre à César ce qui est à César. Elle a allaité jusqu'à 2 ans et demi. Magnifique. Incroyable, ouais. Magnifique. Bah, sur l'IA, elle allait encore et on n'a pas de date de fin. C'est quand les deux le sentiront. Ouais. Voilà. Lui, je pense qu'il aurait pu continuer jusqu'à 5 ans. mais ma femme, à un moment, elle n'en pouvait plus. Quoi. C'était plus possible. Je peux comprendre. C'est quand même très, très invasif au niveau de son intimité personnelle. Ça devenait un peu compliqué pour elle, la pauvre. Donc, Je comprends. voilà, on a coupé Surtout le si c'est cordon. un balèze. Là, Ah ben écoute, le lait ça a bien fonctionné. Hein. Maintenant, il est en pleine position de ses moyens. Donc, Comme quoi. ouais. Et les nuits, quand tu as dû faire les nuits, ça a été, toi, pour gérer... En fait, par mon métier, commentateur, j'ai dû souvent commenter la nuit. Mais c'est ça. Et elle aussi, elle a travaillé en shift la nuit. Donc, bon, ça casse le sommeil, hein, Oui, on clairement, va être honnête. ouais, on est beaucoup plus fatigué quand on est parent que quand on ne l'est pas. Bon, sauf si on a un gros il y a des raisons d'être ultra fatigué avant d'être parent, mais quand on est parent, on est encore plus fatigué, on va dire ça comme ça. Mais honnêtement, j'ai pas de souvenir de me sentir au bout ni quoi que ce soit. Il y a chaque fois une raison qui est positive de se lever la nuit, c'est pour rassurer. Et en fait, c'est une question d'angle ou d'approche ou d'état d'esprit, je trouve. C'est mon enfant pleure la nuit, il a donc un besoin et on peut tirer une satisfaction de trouver quel est le besoin et le réconforter et retourner dormir après. Donc c'est toujours une question de soit on se réveille, on dit ah, je suis crevé, laisse-moi dormir, ou ah, il a un besoin, je vais à sa rescousse. Et je préfère ce deuxième angle qui m'est venu assez vite dans ma vie de parent parce que ça a permis d'avoir une vue positive sur chacune des situations. Oh, mais c'est un super mindset de voir ça comme ça. C'est beaucoup mieux. Ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Mais Je peux comprendre. soyons honnêtes. Tu m'as dit avant le c'est- podcast que toi, le matin... Ah non, c'est c'est- pendant le podcast. Tu m'as dit, il faut pas te déranger le Ah matin. non, mais Donc, j'entends t'apprends que à être matinal, quoi. Voilà, c'est ça. T'apprends. J'entends que si le matin, ça se transforme en 2h15. C'est ça, Ouais, c'est pas facile. Et comment tu arrives, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours admiré à travers tes podcasts, c'est ta fidélité sur ton podcast à pouvoir sortir des épisodes à 6h du matin parce que tu as regardé l'UFC toute la nuit et de par ton boulot, tu as dû analyser tout ça. Et puis tu dis, j'ai dû me réveiller la nuit ou j'ai dû m'occuper du petit. Comment tu arrives à gérer tout ça? T'as une résistance à la fatigue de base? Non, c'est ma femme. C'est grâce à ma femme, Ok. en fait. Elle me permet de me reposer si j'en ressens le besoin. Par contre, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à changer. C'est dès le moment où je sais que je peux passer du temps avec mes enfants, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, coûte que coûte. Donc, peu importe mon état de fatigue, je vais mettre une priorité sur du temps de qualité avec mes enfants que sur du sommeil. Donc, si je vais commenter à Paris et que l'événement finit à minuit, genre que ce soit pour DAZN ou pour RMC, ils me proposent chaque fois de me payer un hôtel. Je refuse à chaque fois parce que je veux reprendre la route Ah oui, directement. carrément. Je suis à 4h30 du matin chez moi. Je dors jusqu'au réveil de mes enfants, disons 6h30 du matin.
Donc, j'ai dormi 2 heures, je profite et ce que je vais faire, c'est que je vais juste dormir plus tôt le lendemain. Mais j'ai un blocage en fait. J'arrive pas à me dire je dors à la maison alors que mes enfants sont réveillés en bas. C'est un truc Ok. que ça m'est arrivé bien sûr. Dans ce cas-là, c'est ma femme qui gère et je la remercie du fond du cœur pour ça. Mais c'est plutôt rare. Quand ça arrive, c'est que vraiment j'ai un état de fatigue trop avancé que pour rester sur mon blocage. Et entre vous deux, avec toi et ta femme, comment ça se passe? Ça se passe bien avec la venue du petit? Oui, Comment vous le vivez? honnêtement, un gosse, c'était très gérable. Ça a même renforcé, je dirais. Ça a renforcé parce que il y a un truc un peu magique qui se passe, je trouve, quand tu es en couple. euh, c'est découvrir ta femme sous la casquette de mère. Ouais, ça, Et c'est moi, ça incroyable m'a en rendu effet. encore plus amoureux, en fait, plus amoureux d'elle. Et c'est ultra important parce que comme tu passes beaucoup moins de temps avec elle et certainement beaucoup moins de temps, je vais pas dire de qualité, mais beaucoup moins de temps juste à deux, être capable d'apprécier le moment quand tu la regardes juste s'occuper du gosse, c'est ultra bénéfique pour un couple et c'est même nécessaire parce qu'effectivement, le fait que tu aies une habitude d'avoir des moments juste à deux quasi tous les jours, de faire un peu ce que tu veux avec ta femme quand tu veux, et du jour au lendemain, il y a une nouvelle priorité qui prend la priorité sur absolument Qui tout dans ta prend toute vie, la ta place, ouais. carrière professionnelle, ton couple, etc. Je pense que c'est important de pouvoir avoir quelque chose qui renforce le couple. Et moi, c'est clairement l'avoir en tant que mère, ça m'a rendu encore plus fan d'elle. Et puis, c'est des nouveaux échanges. Donc, ça crée une dynamique où, autant avant, il y avait tellement de moments euh, que tu mettais pas vraiment une priorité dessus. Donc, tu pouvais avoir un moment avec ta femme et puis tu vas un peu sur ton téléphone parce que de toute façon, le lendemain, tu allais avoir ce moment de nouveau et la veille, tu l'avais eu. Aujourd'hui, si tu as une fenêtre de 20 minutes pour profiter de ta femme, tu profites vraiment de Ouais, ta femme. oui, avec Et deux donc, enfants. encore une fois, c'est une question de mindset, je pense. Tu passes moins de temps, mais il faut faire en sorte que ce temps soit de plus haute qualité qu'avant. Et comment ça a été vu, le fait, enfin, comment tu as vécu le fait d'être papa? Ma femme l'a très bien mentionné au tout début, dans un milieu aussi viriliste que le MMA, parce qu'on est quand même dans les sports de combat, on est sur quelque chose de très dur, Mhm. où c'est des milieux qui peuvent être assez machistes, on va dire, assez virils. Est-ce que le fait que toi, tu sois un père extrêmement concerné par ta paternité et que que tu privilégies ça à fond, est-ce que ça a été mal reçu? Est-ce que tu as eu des remarques? Est-ce Non, que honnêtement, j'ai eu aucun écho là-dessus. Bon, j'ai mis un terme à ma carrière de coach parce qu'au moment où Ali a accouché de James, j'étais coach et pour cette raison-là, j'ai mis un terme à ma carrière parce que c'était beaucoup trop chronophage. Et donc, quand je dis que j'ai besoin, je ressens même le besoin de passer un maximum de temps avec mes enfants, ben clairement, donc, j'habite à 45 minutes de Bruxelles hors trafic. Quand je devais donner cours 3 fois par semaine, ça faisait 2 soirs par semaine plus une grosse partie du dimanche où j'étais pas à la maison et je pouvais pas voir mon fils progresser, passer du temps avec lui. Il y avait beaucoup de voyages, j'allais coacher des gars en Pologne, en Angleterre, donc ça faisait chaque fois des séquences de 3 4 jours où je suis pas à la maison. Et ça m'a poussé à arrêter, mais j'ai jamais eu une réflexion. Justement, mes athlètes ont plutôt remercié la décision parce que je considère que tu sois coach ou manager, ce qui était le cas à ce moment-là, tu as une vraie responsabilité envers les athlètes. Si tu peux pas leur offrir du temps et du temps de qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs, c'est malhonnête de ta part. Donc je voulais pas m'accrocher à ces rôles que j'ai construits pendant des années euh, par ego. Je voulais vraiment me dire, OK, la meilleure situation pour eux, c'est que j'arrête. La meilleure situation pour moi, c'est que j'arrête. Donc je vais arrêter. C'est une décision à la fois égoïste et altruiste. Et je regrette pas une seule seconde parce que ça m'a permis de passer énormément de temps avec James. Aujourd'hui, ça me permet de passer énormément de temps aussi avec Lia. Et je vois que mes anciens athlètes, ils se développent très très bien. Donc je pense qu'ils ont trouvé une très bonne alternative à mon absence. et tu crois que c'est incompatible alors, la vie de papa avec une vie de coach ou c'est quelque Absolument chose, pas, absolument pas. C'est comme je dis, je suis probablement à l'extrême dans le spectre de celui qui veut tout le temps, tout le temps, tout le temps être là pour ses enfants. Euh, pour moi, il y a des piliers au bonheur. Je crois qu'on est tous tout le monde est sur terre pour être heureux, pour être épanoui ou épanoui pour les parents. Je vais chaque fois la refaire, je pense. Euh, donc il y a plusieurs piliers et chacun élève le curseur de chaque pilier comme il le souhaite. Certains ont besoin d'argent pour être heureux. Et c'est pas malsain, je trouve. Certains ont besoin de temps pour être heureux, certains ont besoin d'être en bonne santé. Et
Mais c'est pas qu'un curseur au maximum et tous les autres au minimum. Chacun définit comme il veut. Donc moi, mon curseur, passer du temps avec ma famille, il est essentiel à mon bonheur. Et c'est propre à moi. Donc je le mets au maximum. Et du coup, j'ai pu diminuer mon curseur coach de MMA. En sachant que ça faisait partie de ma décision aussi. Je commençais à lancer mon média. Mais j'avais toujours plus qu'un pied dans le MMA. Donc j'ai pas arrêté ma passion pour euh, avoir plus de temps avec mes enfants. C'est juste que j'ai remplacé ma casquette de coach et de manager du jour au lendemain par euh, développer mon média. Et donc, au lieu d'investir, disons, tous les mardis, tous les jeudis, c'était 4 heures où j'étais pas à la maison pour aller donner un cours. Tous les dimanches, c'est 4 heures où je suis pas à la maison pour donner un cours. Ça me fait 12 heures sur la semaine. Mais ces 12 heures-là, je les ai remplacées par 3 heures parce que je fais mes podcasts à la maison. Et donc, ça m'a fait économiser 9 heures de temps avec James. Et donc voilà, ça me permet d'être heureux. Donc chacun met ses curseurs comme il veut. C'est pas du tout incompatible de réussir en MMA en étant parent. Ça signifie juste que voilà, le curseur, tant que je consacre au MMA, est plus élevé. Et donc soit on diminue celui sous la casquette de papa, soit on diminue un autre. Ça peut diminuer le sommeil, ce qui n'est pas recommandé, mais certains le font. Ça peut diminuer le travail. Je travaille moins, je vais faire un mi-temps plutôt qu'un full-time, ce qui me permet de faire le MMA à fond et la vie de parent à fond. On peut prendre l'option comme mes parents, c'est je passe peu de temps avec mes enfants, mais dès que je passe du temps avec mes enfants, c'est de qualité. Voilà, chacun doit trouver son équilibre. Et on a tous un équilibre qui permet d'accéder à une vie épanouie. Ok. Et est-ce que tu prends quand même un peu de temps pour toi? C'est quoi? Enfin, Oui. t'as quand même des... Alors ça, c'est la vie Oui. d'indépendant qui cartonne. Tout le monde peut essayer, mais personne n'y parviendra. Du lundi au vendredi, si tu essaies d'avoir un meeting avec moi entre 10h et 11h, c'est mort. 10h et 11h, c'est pour moi. Ok. Donc de 10h à 11h tous les jours, je fais du sport dans mon garage. Voilà, j'ai la chance d'avoir un home gym, comme on dit, donc une salle dans mon garage où je peux faire mon sport. Et quand il fait beau, je fais ça dans le jardin, peu importe. Mais voilà, de 10h à 11h, sauf urgence évidemment, Ouais. mais on va dire que 95% du temps, tous les jours du lundi au vendredi, de 10 à 11, c'est pour moi et c'est impossible de le bouger. Oui, Presque impossible de le bouger. C'est super important, quoi. Donc ouais, Oui, sauf encore une fois, urgence, ça fait partie des curseurs, des tu vois, curseurs, du temps pour soi, que ce soit pour méditer, que ce soit pour promener, que ce soit pour faire du sport. Chacun, encore une fois, aura sa préférence, mais je crois que c'est primordial. Certaines personnes vont se contenter de 20 minutes, d'autres personnes 1 heure, d'autres personnes 4 heures. Voilà, chacun son truc, mais voilà, encore une fois, ça fait partie de trouver son équilibre. Et le deuxième enfant, ça vient naturellement? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que c'était un Alors, accident? Comment c'est passé, en fait? donc ma femme voulait d'office 2. Moi, j'étais mitigé entre 1 et 2. Comme j'ai dit, j'ai un frère, mais beaucoup plus âgé. Je connais les défauts d'être fils unique. Euh, donc, j'étais ouvert, mais pas encore à ce moment-là, on va dire ça comme ça. Je trouve que James nous prenait beaucoup de temps, forcément. Et j'avais entendu un podcast il y a très longtemps de Joe Rogan, qui je pense que quasi tout le monde connaît. Quasiment tout le monde Il connaît avait fait un Rogan, podcast ouais. avec un des meilleurs lutteurs à l'époque, Jordan Burroughs. Et ils ont parlé de paternité, j'avais trouvé ça méga intéressant et c'était avant que je sois parent. Et il y a un truc qui m'est resté dans la tête de ce que Jordan Burroughs avait dit. Donc eux, ils avaient 2 enfants et ils pensaient en avoir un 3e. Et la discussion qu'ils avaient eue avec sa femme, c'était est-ce qu'en ayant un 3e, on aura suffisamment de temps et d'amour à lui consacrer, tout en continuant à consacrer du temps et de l'amour aux 2 qui sont déjà là. Et j'ai trouvé cette réflexion exceptionnelle pour décider d'avoir un gosse supplémentaire ou non. Et donc, c'était un peu ça que je voulais aussi pour avoir un 2e, c'est d'attendre le moment où j'étais sûr que je pouvais libérer suffisamment de temps et d'amour pour un 2e être vivant. Et on a eu une belle surprise. C'est pas un accident, c'est une belle surprise, Une belle vraiment. surprise, ouais. Donc, de temps en temps, on se rend pas compte qu'on veut quelque chose. On croit qu'on veut pas, et au moment où on nous le donne, on est là, ah mais en fait j'en avais envie, je le savais juste pas. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc là, de nouveau, l'annonce de ma femme est foirée de ma faute. Mais non, oui, oui. une deuxième fois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était méga stressée, parce que justement, quand on avait ces discussions, j'étais là, je ferme pas la porte, mais je suis pas encore prêt à avoir le 2e. Ou là, en l'occurrence, la 2e. Et du coup, elle était méga stressée de me l'annoncer parce qu'elle pensait que j'allais râler. Donc, elle me l'a annoncé. Donc, c'est elle qui avait couché James ce soir-là. Elle avait en fait pris une carte postale, enfin, une carte qui s'ouvre comme ça. Comme ça, ouais. Elle avait écrit quelque chose et elle avait collé l'échographie sur l'autre côté.
Et donc, elle descend. Moi, j'étais dans le fauteuil, j'avais tout rangé en bas, j'étais sur mon téléphone. Et elle me la donne ou elle me la jette de stress. Et donc, moi, j'ouvre. Et je sais pas, je pense que j'étais concentré dans mon mail ou un truc comme ça. Et donc, j'ouvre, je lis genre la première phrase qui avait rien à voir avec on va avoir un deuxième enfant. Je vois l'échographie et je me dis, tiens, parce qu'elle a mis du temps en haut. Forcément, elle a tout écrit en haut. Et donc, moi, quand je l'entendais en haut, je me dis, tiens, elle range les tâches parce qu'elle est un peu plus maniaque que moi. Donc, ça lui arrive de mettre au lit notre enfant et puis ranger tous les tâches, quoi. Et donc, je m'étais dit, ah ben, en rangeant, elle a retrouvé une écho de James. Et elle me l'a juste montré pour le souvenir, tu vois. Et puis, donc, moi, je regarde, je fais, ah, t'as retrouvé une écho de James. Et puis, je continue mon mail. Oh là là là, mais toi, c'est... Et en fait, je vois à sa tête de nouveau que c'est pas ça. Que ta vie était en danger, quoi. Voilà, je Ouais, reprends, c'est bon. je relis et je fais, ah. Et donc, là, je fais la blague, je fais, on va de nouveau être papa. Parce que je me souvenais de la première fois où j'avais foiré ma phrase. Et donc, je la prends dans les bras. Et là, par contre, c'est vrai que dans ma tête, tout se mélange. Parce que clairement, je m'y attendais pas du tout. On n'essayait pas. Bon, on a dit qu'on pouvait être transparent sur le podcast. Donc, après James, elle n'a pas repris la pilule. Okay. Et moi, les préservatifs, on n'est pas fan. Elle, le stérilet, elle n'est pas fan. On a testé l'anneau, ça faisait une sensation bizarre. Donc, on prenait la méthode, on regarde un peu où on en est dans le cycle et puis on sort avant. Et bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai un super sperme, voilà, super fertile et ça a pris, quoi. Donc, on ne sait même pas dire à quel moment elle a été... Autant James, on sait exactement quelle relation c'est. Autant Lia, on n'a aucune idée de comment ça s'est fait, mais c'est une méga belle surprise. Donc, ouais, moi, tout se chamboule dans la tête. C'était genre 2 jours avant qu'on parte en vacances. Et je crois qu'au 3e jour en vacances, je lui ai dit... écoute, je suis super heureux qu'on va avoir un deuxième. Et là, ça l'a rassurée de dingue, parce qu'elle était toute stressée avant. Et c'était ultra sincère. Vraiment, on était en vacances avec James et j'imaginais juste un bébé supplémentaire. Et j'étais là, ouais, en fait, ça va être trop cool, quoi. Et donc, quand je dis que c'est une belle surprise, c'est sincère. C'est pas pour dire, non, c'est un accident, mais j'essaie de le couvrir. Vraiment, j'ai été super heureux avant la venue de Lia. Et quand elle est arrivée, ça a confirmé tout. Ça a tout confirmé. Je pense que la différence d'âge qu'on a, elle est... Il n'y a pas de meilleure différence d'âge, mais elle me convient très bien, elle nous convient très bien, donc on est super heureux. Et la grossesse s'est aussi bien passée que pour le premier? Ah, merveilleuse. Ah. On n'a pas fait... Je peux dire ça? Je ne sais pas si c'est légal, mais on n'a pas fait le test du diabète gestationnel la 2e fois. Ouais, écoute, oui. On a le droit de refuser. Mais voilà, on a le droit de refuser. Nous, c'est pas qu'on l'a refusé, on l'a complètement esquivé, en fait. Okay. On a dit à la gyné, non, on n'est pas pour. La gyné de ma femme, c'était supposé être son tout dernier accouchement. Donc, écoute, c'était la protection de l'enfance qui vient chez toi. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit à ma femme. J'ai dit à ma femme, si on le fait pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous enlever le gosse. Mais non, juste parce qu'on n'a pas fait le diabète gestationnel. Donc, on a quand même mis certaines choses en place. Donc, on avait encore la machine pour prendre le glucose. Donc, je lui ai dit, bah voilà, de temps en temps, quand on mange un peu plus élevé en glucides, tu fais le test pour savoir si on raye de la liste ou pas. Mais on avait encore tout le listing de la première grossesse. Donc, on savait ce à quoi ma femme réagissait fort et moins fort. Donc voilà, on l'a pas fait. La grossesse s'est passée vraiment nickel de chez nickel. On a eu, je pense, le meilleur accouchement au monde. Oui, donc pas du tout comme avec James. Non, quoi, là, jour et la nuit. Le jour et la nuit. Okay. Elle voulait absolument faire un 2e accouchement naturel. Ouais. Pas de péri, pas de péridurale, naturel. Pas eu besoin. Okay. Donc on est allé chez une kiné un peu parallèle. Elle nous a donné des tips. Il faut écouter son corps. Il faut pas être sur le dos. Il faut plutôt être à 4 pattes. Il faut avoir un peigne en bois pour serrer, pour pas avoir mal. Des huiles essentielles. Enfin, vraiment des trucs très à part. Moi, entre James et Lia, j'avais entendu un podcast sur l'étude sur les dates. Donc il faut toujours prendre les études avec des pincettes. Moi, quand j'entends sur des podcasts, j'ai vu une étude mais par qui elle a été financée. Oui, ça il y a plein de facteurs on à prendre connaît, en compte. Oui, clairement. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai, mais on aime bien les dates. On se dit autant y croire. Donc en fait, ils se sont rendus compte que les femmes arabes accouchent beaucoup plus rapidement en moyenne et beaucoup plus facilement, moins de douleur que les femmes dans le reste du monde. Et il y a quelqu'un qui s'est renseigné sur la raison. Ta femme est d'origine arabe? Pas du tout. Ah ok. Mais ils sont renseignés là-dessus, c'est parce qu'ils consomment beaucoup plus de dates.
Oui, j'avais entendu Voilà. parler de cette étude-là. Donc ouais, en effet. elle a bouffé des Elle a dates mangé le des dernier dates, ok. mois, 6 dates par jour sur le dernier mois. Ah, c'est marrant, ça. Et je ne sais pas si c'est ça, hein. Elle a aussi fait de la réflexologie plantaire le matin de l'accouchement par sa sage-femme, qui elle aussi est un peu dans les trucs parallèles. Mhm. Et donc on n'était pas sûr qu'on devait partir à l'hôpital et commencer à avoir des contractions et tout. Et puis autant sur le premier, on nous dit faites gaffe parce que vous risquez de faire l'aller-retour. Autant Ouais. sur le deuxième, on nous a dit faites gaffe parce que ça vient beaucoup plus vite. On a une amie, la tête était sortie sur le parking de l'hôpital, quoi. Donc on voulait pas vivre ça. Donc on est allé sur place, on est arrivé et je crois qu'ils t'acceptent à partir du col à 2 cm, un truc comme Oui, ça. je pense que c'est quelque chose comme ça. Il était ouais. à 1,5. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là, Ils ils ont dit vas-y, accepté, rentre. ouais. On est arrivé à l'hôpital à 12h35. Attends, non. À 13h35, on est arrivé à l'hôpital. Et à 15h15, Lia allaitait déjà. Ah oui, bah écoute, c'était express. C'est Ah, chouette, ça. méga express. Donc en fait, ils lui ont mis les trucs pour un peu gérer les contractions. Et la première sage-femme dit je reviens dans 2 heures pour voir l'évolution. Et puis là, Ali, elle commence à faire des cris. Et je dis non, c'est pas possible, le travail a déjà commencé. J'appelle la sage-femme d'urgence, je fais c'est pas possible, le travail a commencé. Elle arrive, elle fait je vais vérifier. Et à ce moment-là, il y a la poche qui pète. Qui pète, ouais. Et donc, il n'y avait pas de gyné. Ouais. Elles avaient appelé la gyné du coup d'urgence et elle D'urgence, arrivait juste ouais. après l'accouchement, tellement ça a été vite. Ah, Donc, ok, carrément. c'est juste des sages-femmes qui l'ont accouché. Et accouchement vraiment parfait, comme je dis. Elle a accouché, elle était à 4 pattes, elle s'est remise sur son dos. On a mis Lia au sein et elle allaitait directement. Ah, bah, Directement. écoute, trop bien, lui. Et dans les 24 heures, on était de retour à la maison. Ah, bah là, ouais. Donc là, on a fait l'inverse du premier. L'inverse, ouais. On voulait pas laisser. En fait, James n'a jamais dormi ailleurs. Donc sur ces jusqu'à la naissance de Lia, il avait toujours dormi à la maison. Et il avait quel âge quand... 2 ans et 7 mois. 2 ans et 7 mois, ok. Et donc là, c'est la première fois où il a dormi sans qu'on soit présent à la maison. Donc moi, ce que j'avais fait le lendemain matin, j'avais fait l'aller-retour pour aller le voir. Le jour de l'accouchement, il est venu à l'hôpital. Donc voilà, il nous a quand même vus tous les jours. Et nous, on est rentrés dans les 24 heures. Donc il a fait qu'une nuit sans nous. Sa grand-mère est venue dormir à la maison. Donc il n'a même pas dû aller dormir ailleurs. Donc voilà, on a fait... Ça va, il n'aura pas de traumatisme dans son enfance. Il en a eu vis-à-vis de un. ça. Il en a eu un. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est tous les matins, on lui explique la journée qui va se passer. Ok. C'est un petit... Mais c'est bien, je prends des notes aussi pour moi, c'est très bien. Oui. C'est un petit truc qu'on fait Ouais. parce que un enfant découvre un monde chaotique et je pense que c'est bien d'apporter un peu de contrôle à ce monde chaotique. Ouais. Donc quand tu dis à un enfant aujourd'hui ta journée va se passer comme ça le rassure avant de commencer la journée. Encore une fois, tu peux préparer ta journée comme tu veux, il y aura de l'improvisation, donc il faut aussi le préparer à ça. Mais donc on lui avait expliqué la journée et dans l'explication de la journée, on allait le chercher à l'école. Sauf que là, c'est sa grand-mère qui est venue le chercher à l'école et il a été traumatisé par ça. Et donc pendant 2-3 semaines... Il t'en a voulu, il ne te parlait Non, plus. en fait, le lendemain, il voulait pas aller à l'école, donc on l'a pas mis à l'école. Le surlendemain, il voulait toujours pas aller à l'école, on l'a pas mis à l'école. Et donc, on a fait un petit travail où on lui a expliqué, réexpliqué ce qui s'était passé, pourquoi on n'était pas là. Et puis finalement, c'est passé, quoi. Je crois que ma femme avait lu un truc sur la psychologie de l'enfant, que quand il y a un traumatisme, qu'il soit petit ou grand, parce que voilà, je parle d'un traumatisme, ceux qui ont vraiment vécu des traumatismes. Voilà, oui, c'est ça. est-ce qu'on peut vraiment parler de traumatisme? Je ne pense pas. Mais voilà, Là, la réaction de James par rapport à la situation semble être un traumatisme. C'est comme ça, même si la situation ne paraît pas grave pour nous, pour lui, ça l'était, donc il fallait le traiter comme un traumatisme. Et on avait lu que pour bien gérer un traumatisme chez un enfant de bas âge, il faut essayer de re-raconter l'histoire plusieurs fois, et à partir du moment, ça devient rassurant. Donc on a fait cet exercice de re-raconter le jour de la naissance de Lia jusqu'au moment où il réacceptait d'aller à l'école, qu'il avait plus peur de ne pas voir papa ou maman à la grille à la sortie, et c'est passé. Et là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais étant donné que tu avais mis dans une situation où tu essayes vraiment toujours de le mettre dans un cocon, est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment donné, que comme là, tu as vécu un peu un contretemps ou quelque chose qui ne s'est pas réellement passé comme c'était prévu et comme tu l'avais dit, mais il a une réaction un peu excessive. Est-ce que tu n'as pas peur que le fait d'essayer de contrôler au maximum, ça puisse un peu, tu vois, face à l'imprévu, qu'il ne puisse pas réagir et improviser ou même passer au-dessus? Ouais, c'est une bonne réflexion. C'est vrai qu'il ne faut jamais exagérer avec un enfant. Tu peux avoir tes idées, il ne faut jamais aller trop loin. Donc nous, maintenant, ce qu'on fait depuis ce moment-là, en fait, c'est dès le moment où il y a une situation imprévue, ce qui arrive quasi tous les jours, oui, la vie est faite d'imprévus. on lui explique que c'est ça la vie, en fait, qu'il y a des choses qui ne sont pas prévues. Quand il commence à pleuvoir alors qu'on a prévu d'aller se promener, mais il fait une petite crise. Et on lui explique, c'est comme ça que ça se passe, on va faire quelque chose d'autre, on va passer à autre chose, il y a des choses plus graves. Et on essaie de chaque fois rassurer par rapport au fait que
il faut savoir improviser et qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, Clairement. mais on a un contrôle sur la réaction qu'on a par rapport aux situations incontrôlées. Donc ça, on essaye de lui faire comprendre. Mais voilà, avant 4 ans, l'aspect logique du cerveau se développe pas vraiment Ouais. chez un enfant. Donc tu lui dis, bah, tu sais que ça va être vite oublié. Donc Oui, c'est une ça. question de Il y a des répétition. choses sur lesquelles il faut Il y pas avait un truc insister. genre, je crois que ma femme avait vu qu'avant 4 ans, il faut répéter 400 fois à un enfant avant qu'il retienne. Ah, ben écoute. Ça me surprend pas, moi je pense que je suis d'accord avec ça. Et donc de temps en temps on blague, on dit bon James, je sais que ça fait que 386 fois qu'on te le dit, dans 24 fois tu vas comprendre, sois patient. Mais après, on est quelquefois quand même bien surpris de comment ils assimilent et Ouais. ils comprennent quand même assez vite. Hein. Moi, je Quand le vois ça avec les arrange, ouais. mon fils de 3 ans et demi. Bah, écoute, nous, on touche du bois. Pour l'instant, il est dans une phase où il est adorable. Jusque quand ça va continuer, on ne sait pas. Mais en tout cas, on en profite. J'aime bien ce que tu dis, c'est la vérité des parents, tout C'est- fonctionne par phase. C'est ça. Quand tu as une bonne phase, tu célèbres pas, et quand tu as une mauvaise phase, tu regardes la lumière au bout du tunnel et tu dis ça va passer. Ouais, non, mais on essaye justement de profiter des bonnes phases parce que Exactement. on a toujours tendance à, et c'est vrai que ça a été un peu notre éducation, malheureusement, à toujours mettre le point sur les choses qui ne vont pas, mais il faut aussi dire et insister sur les choses qui vont. Ouais. Ça, je trouve que c'est super important. Surtout avec un enfant, il a besoin d'être valorisé au quotidien, Mhm. et même par des bêtes actions. Mais je trouve que c'est important, donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et pour l'instant, écoutez, dans une phase, il est adorable, donc Il faut voilà. surfer dessus. Il faut surfer dessus C'est ça, et on ouais. savoure, quoi. Et le retour à la maison, donc avec 2 enfants, ça va, ça se passe bien? Eh ben, on avait pas mal d'appréhension Ouais. de par d'autres parents qui en avaient 2, où on entendait que... Vous vivez dans une maison? On a une maison. Vous êtes dans une- ok. On est parti de Bruxelles, Ok. on en avait marre, on voulait un espace vert, donc on vit dans un bois, voilà, Ok. bien isolé. On avait pas mal d'appréhension, on avait des potes dont le premier gosse a essayé de tuer le deuxième, enfin des trucs de fou. Ah ouais, quand même. Des Wow. réflexions un peu genre ramenez-le à l'hôpital ou je déteste ou voilà. Bon, Oui, on des a- réactions un peu excessives. on entend ouais. assez souvent ça, enfin en tout cas dans notre entourage, peut-être qu'on a le mauvais entourage, je sais pas trop. Bah, écoute, tu devrais peut-être penser à changer d'amis. Mais donc on avait pas mal d'appréhension, ce qui signifie qu'on a eu de très belles surprises. Donc James a très vite accepté sa petite sœur. Ah, c'est trop mignon, ça aussi. Hein. Au début, je vais être honnête, il la calculait pas vraiment, Ouais. mais quand il la calculait, c'était positif. Ok. Donc une fois tous les 3 jours, il allait lui faire un câlin et puis il faisait son truc Ouais. de son côté. Et c'est évolutif quand on sent qu'il veut jouer avec elle, il y a une frustration qui se crée. Oui, parce qu'il est Parce trop que petite, il y a une différence elle, d'âge. voilà, elle marche et- pas. Ouais, clairement. Mais là, on arrive dans la phase 9 mois où tous les jours, tu as quelque chose de nouveau chez ton gosse. Et donc lui, il arrive à apprécier ces nouveautés chez elle. Donc on sent qu'il y a une alchimie qui se crée entre les deux. Et c'est une des nombreuses raisons pour laquelle je suis très content d'avoir eu cette belle surprise. C'est que autant je suis devenu plus fan de ma femme quand je l'ai vue sous la casquette de maman, autant mon fils sous la casquette de grand frère, il y a un truc en plus, je l'aime encore plus. Et ouais, donc voir la dynamique qui se crée entre deux, qui est majoritairement très positive, c'est tellement plaisant à voir. Alors oui, il y a des situations compliquées, les classiques, elle normal, joue avec ouais. un jeu, Voilà. il lui arrache des mains. Ça se passe entre tous les enfants. Donc, Voilà, il faut les gérer. Je crois que la meilleure qualité d'un parent, c'est la patience. Ah, on devient patient, hein, c'est fou. Hein. Ah, Ça, oui, moi, je m'étonne aussi encore actuellement de la Ah ouais, patience. et c'est pas c'est- pour lui, hein, c'est pour nous. C'est... Être impatient en tant que parent, ça se retourne contre toi quoi qu'il arrive. Parce que si tu commences à engueuler ton gosse ou ce genre de choses qu'on déteste faire, mais à un moment, voilà, on va être honnête, t'es crevé, T'es crevé, et puis même... t'as une situation qui te fait perdre patience, bah, à un moment, tu cries sur l'enfant et 30 secondes après, tu es là, pourquoi Ah, j'ai voilà. fait ça? Tu le fais parce que tu regrettes de l'avoir fait et tu le fais parce que tu sais qu'à un moment, tu vas avoir un retour de flamme. Il est peut-être dans la seconde, il est peut-être 2 jours plus tard, mais à un moment, c'est lui qui va crier sur toi et c'est pas l'éducation que tu as envie de donner. Non, après, quelquefois, voir le mécontentement, il y a aussi la petite lumière qui se dit « Oula, j'ai été trop loin » ou « J'ai fait une grosse Ouais, bêtise ». oui. Et c'est important en tant que parent Voilà. d'apprendre de ça. Ouais. Après, il y a toujours l'énervement où tu t'es énervé pour un rien parce que, comme tu dis, tu as accumulé la fatigue, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses où, par exemple, voilà, on va être sincère, on va être franc. Hier, ma femme m'a téléphoné. Ça c'est mal. En pleurs. Ah. J'étais en panique dans la voiture, je revenais du boulot. Et en fait, notre petit monstre de fils, je l'avais dit, hein, il était dans une bonne phase adorable, mais quelquefois, il y a quand même quelques relents. Il avait ouvert la porte de la voiture en train de conduire. Et donc, ma femme a paniqué à mort. Je pense qu'elle a eu une montée. Elle lui a gueulé dessus en lui disant voilà, mais là, c'est vraiment le coup de C'est la réflexe. le réflexe Ouais, de la ouais. peur, quoi. Et là, je pense qu'il s'est demandé comment il s'appelait. Et donc voilà, je pense qu'il y a différents types de colère. Et là, après, on en a parlé. Je lui ai dit, écoute, Milo,
ça, c'est pas possible, tu peux plus faire ça. Sinon, on devra aller vers des punitions, je devrais te confisquer tes jouets parce que là, c'est beaucoup trop dangereux. Tu peux plus jamais faire ça, tu me le promets. Et là, bon, c'est le gugus, mais bon, voilà, on a essayé de. Les énervements sur la peur, je pense que c'est ceux qui sont le plus facile à justifier parce que c'est ça. Voilà. Et ils le ressentent, ils ressentent qu'ils ont fait mal et qu'ils n'auraient pas dû et qu'ils ont été trop loin, quoi. Et en plus, après ça, c'est plus facile à expliquer aux gosses. Quand tu t'es énervé par peur, parce qu'il y a eu un danger imminent, tu sais vraiment revenir en disant voilà, je suis désolé de m'être énervé, mais il faut que tu comprennes que ça, c'est une situation très dangereuse. Alors, expliquer les blessures ou le décès à un enfant de 3 ans, c'est impossible, mais il faut essayer de le phraser. C'est pas toujours le challenge le plus facile, mais ma femme particulièrement, les seules fois où elle va s'énerver sur les enfants, c'est par peur. Elle a un contrôle de dingue. Je pense notamment parce qu'elle n'a pas pris la pilule. Je pense vraiment que sur les hormones, la pilule, il faut trouver des solutions pour arrêter ça chez les femmes. Ma femme a stérilé. C'est vrai que je vois qu'au niveau des hormones, la peau, ça a l'air très, très compliqué, quoi. Ouais, et donc tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ouais, ma femme, elle, par contre, son contrôle d'émotion, depuis qu'elle a arrêté la pilule, c'est un truc de malade. Je suis trop fan de ma femme, je suis désolé si j'arrête pas d'insister dessus. Non, mais c'est beau, c'est chouette. Elle est merveilleuse, tu vois. Et donc, elle gère, en tant que mère, elle gère méga bien. C'est elle qui se renseigne le plus sur l'éducation positive. Moi, j'ai toujours mes limites par rapport à ça. Voilà, on essaie. Là aussi, il y a un curseur à trouver, exactement, un équilibre à trouver. L'éducation positive, je suis d'accord. Et donc, elle est super patiente. Moi, je le suis par défaut. Et il y a certaines phrases qui m'ont aidé à être plus patient, notamment le fait qu'un enfant ne développe pas de logique avant 4 ans. Ça me permet de dire, ce qu'il a fait là, c'est pas une mauvaise intention. C'est pas personnel, c'est pas une mauvaise intention. Donc, ça permet chaque fois de dire, OK, Chris, descends, essaie d'abord de comprendre pourquoi il a fait ça, et puis on en parle. Et ça aide énormément à pas avoir des triggers. Parce que je pense que tous les parents, c'est la même chose. On a tous nos triggers. On a des triggers qui sont généralement hérités de nos parents. En fait, on a des souvenirs automatiques, genre quand j'ai fait ça quand j'étais gamin, mes parents ont réagi comme ça, donc je vais réagir comme ça. Et en fait, il y a toujours un moment où au début, tes parents, tu réagis comme tes parents, et après coup, tu dis, mais attends, pourquoi j'ai réagi comme mes parents alors que le curseur qu'on a mis sur l'éducation positive, il est là, je ne devrais pas réagir de cette manière. Et en fait, c'est un travail sur toi où tu progresses en tant que parent aussi. Tu prends ton expérience. On dit souvent qu'un enfant t'éduque, en fait. Il t'apprend. C'est vrai que je me surprends quelquefois aussi à avoir des conversations avec mon fils ou avoir une approche que j'aurais pas cru que j'allais pouvoir avoir, quoi. Donc c'est aussi ça qui est beau. Ça fait partie de l'improvisation. Tu peux planifier et dire s'il y a telle situation, je vais réagir comme ça. S'il y a telle situation, je vais faire ça. Mais au final, il y a des situations auxquelles tu n'auras pas pensé. Et donc, ta réaction est improvisée. Et il y a peut-être quelques introspections préalables qui te permettent de bien improviser ou moins bien improviser si tu l'as pas fait. Une phrase qui fonctionne très bien chez moi, c'est ton enfant ne va pas faire ce que tu dis, il va faire ce que tu fais. Et ça, pour moi, c'est ultra parlant. Ça, je pense que tous les parents doivent avoir en tête. Ça sert à rien d'éduquer un enfant par la parole, tu dois l'éduquer par les actes. C'est ça. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Merci. Non, mais il faut le dire. Ça fait partie des disputes qu'on a. Pas, dispute, c'est un grand mot, mais ça fait partie des décalages qu'on a. Attention, Chris, tu es écouté là. T'as ta femme. Pas avec ma femme, justement. Avec ma femme, on est aligné là-dessus. On est 100% aligné là-dessus. C'est plus avec vos amis. Avec des potes, avec les potes. Il y a certaines discussions où, selon eux, on est trop loin vers un nouveau type d'éducation. Voilà, c'est comme ça. Moi, je respecte chaque éducation. Chacun fait comme il veut avec ses gosses. C'est pas à moi à intervenir. Mais j'attends la même chose de l'autre côté, surtout que de notre côté, on est capable de justifier à chaque fois. On fait ça parce que ça, on fait ça parce qu'on a lu ça, on fait ça. Donc voilà, le respect est quelque chose de très important. Oui, c'est ça, un respect mutuel, parce que chacun éduque de la manière qu'il veut. Exactement. Après, je te pose cette question, mais j'ai l'impression que vous êtes plus sur ça. Au niveau de la charge mentale, au niveau de votre couple, comment vous procédez ? Est-ce que c'est assez naturel, l'équilibre qui se fait ou Alors, on a eu un très très bon équilibre tant que ma femme ne reprenait pas le travail. Donc là, l'équilibre était nickel. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que ma femme a repris le boulot. Elle a réussi à négocier un horaire un peu hybride où elle travaillait moins sur place pour qu'elle puisse rentrer assez tôt, profiter des enfants assez tôt. Et puis, quand les enfants dorment, elle retravaille. Donc moi, j'adapte aussi mon temps. Je fais exactement la même chose. À la naissance de l'IA, j'ai décidé de descendre complètement le curseur professionnel pour continuer à monter le curseur famille, dans le sens où il faut passer encore plus de temps de famille pour pouvoir avoir du temps de qualité avec les deux. Un truc qu'on a mis en place à l'arrivée de l'IA, c'est s'assurer que moi j'ai du temps avec James, juste avec James, moi j'ai du temps juste avec l'IA.
moi seul, j'ai du temps avec les deux. Ali a du temps juste avec James, Ali a du temps juste avec Lia, Ali a du temps avec les deux, et nous deux, on a du temps juste avec James, nous deux, on a du temps juste avec Lia, nous deux, on a du temps juste avec les deux. Et je pense que c'est une des raisons pour Et laquelle est-ce que James vous arrivez réagit à bien. avoir du temps rien qu'à deux? Et c'est ça le problème. Donc encore une fois, tout est une question d'équilibre, et du coup, un des curseurs qu'on a vraiment mis très bas, c'est le temps à deux. On passe quasi plus de temps à deux, et c'est un peu la beauté de la vie, je pense. C'est que tout peut être temporaire. On parlait de phase tout à l'heure. Ce qui nous fait garder la tête au-dessus de l'eau, c'est de savoir qu'on fait ça pour le moment, mais à un moment, on va pouvoir reprendre du temps ensemble. Et c'est là où être plus amoureux de ma femme grâce à son rôle de mère, ça me permet de garder le cap en me disant, Et te tenir le coup, quoi. on passe plus vraiment de temps à deux, mais quand je la regarde avec les enfants, je continue à tomber amoureux d'elle, et il n'y a aucune raison de se prendre la tête ni quoi que ce soit. Voilà. Elle m'a fait une réflexion hier soir justement par rapport à ça, où elle me dit qu'elle a du mal par rapport à cette situation de plus passer du temps ensemble. Et voilà, on s'est mis d'accord en disant on va pas se matraquer là-dessus, en se disant si on spirale, comment on dit ça en français, spiral. Si on fait une spirale négative là-dessus, alors, en fait, si on rajoute une couche, une charge mentale en se mettant de la pression, c'est ça. Si on se met de la pression parce qu'on passe pas de temps ensemble et qu'on n'arrive en plus pas à trouver la solution à ça, ben, ça va être encore plus négatif que juste se dire ok, on passe pas beaucoup de temps ensemble, chill. D'ici peut-être 2 mois, peut-être 6 mois, on va pouvoir repasser du temps juste à deux. Voilà, on va essayer de mettre en place des choses. Je pense que moi, mon réflexe va être de te demander, est-ce que tu peux pas demander à tes parents ou à ses parents, ou qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille qui peut prendre un peu le relais pour que vous puissiez faire votre... On n'est pas encore prêt à laisser les deux. Prêt. Par contre, un truc qu'on peut faire, c'est... elle est en 4/5e, donc tous les mercredis, elle est off. Bah voilà, on pourrait se dire qu'une fois par mois, le mercredi, je me mets off aussi, on va luncher ensemble. Ça pourrait être une idée. Donc voilà, c'est une discussion qu'on a commencé à avoir hier soir. On va voir quelle solution on va trouver. C'est sûr qu'on va en trouver une. Mais comme je disais, c'est un peu comme de manière beaucoup plus générale dans la vie de tous les jours. Si tu parles à un entrepreneur millionnaire, il va te dire d'office que pendant une partie de sa vie, il a fait que se concentrer sur son business. Et du coup, il faisait plus de sport ou il mangeait mal. Mais dans sa tête, il savait qu'une fois que son business était lancé, il allait refaire du sport et remanger correctement. Et ça permet de te dire, OK, c'est pas grave, c'est un investissement. J'investis en diminuant ce curseur qui est important pour la santé parce que je sais que je vais pouvoir le réouvrir plus tard pour une raison saine, pour un objectif précis qui me tient à cœur. Et là, c'est un peu pareil. On sait qu'on passe moins de temps ensemble pour créer une famille solide et 2 enfants épanouis, ce qui va nous permettre à nous d'être des parents plus épanouis aussi par la suite. C'est un genre d'investissement. Ok. Ouais, moi, j'ai un peu plus de mal avec ce côté. Je laisse des choses de côté et je monte un curseur parce que, par exemple, on peut prendre le curseur boulot si je le monte à fond. Tu sais jamais comment ça va se passer dans ton boulot. Si, par exemple, tu te lances en tant qu'indépendant et qu'en fin de compte, tu te retrouves à galérer pendant 30 ans parce que ta boîte s'est jamais lancée, parce qu'il y a eu une crise, parce que tu as mal fait les choses et tout ça, ben, ce temps-là que tu as perdu parce que tu as diminué les autres curseurs, tu vois, tu ne seras pas vraiment le récupérer, tu comprends? Donc je trouve que c'est aussi un coup de poker, tu vois. C'est la différence entre remords et regret. Qu'est-ce que tu préfères? Parce qu'effectivement, tu n'es jamais sûr de rien. C'est compliqué quand même. Donc effectivement, si tu mets ton curseur boulot au maximum, tu n'as jamais la garantie que ça va cartonner derrière, mais au moins tu auras essayé. Et en général, ceux qui échouent, quelques semaines après l'échec, bon, au début, tu trouves ça relou, mais quelques semaines après, tu dis, OK, tu te poses la question, qu'est-ce que ça m'a apporté et en quoi ça m'a construit et comment est-ce que je peux regarder vers l'arrière en me disant, finalement, c'était positif. Il faut essayer d'en trouver le positif. Je sais que c'est ultra bateau ce que je vais dire, mais à chaque situation, pas à chaque situation, mais professionnellement, à chaque situation négative, tu vas pouvoir en tirer du positif. Presque. Presque, pas tout le temps, mais presque. Donc, comme j'ai cru comprendre, c'est toi qui as décidé d'assumer la charge de la contraception. Oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça la responsabilité. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord, oui. Oui, c'est un choix qui a été pris il y a très longtemps. Donc, je savais que je voulais maximum 2 enfants. Ma femme, c'était 2, point barre, elle ne voulait pas 3. La contraception, comme j'ai dit plus tôt, et on peut en parler ouvertement, je pense que un des piliers d'un couple qui fonctionne, c'est la qualité des relations sexuelles. Ouais, clairement. On n'aime pas les préservatifs. Et comme je le disais, la gestion, avoir les hormones bien gérées par une femme, ça permet qu'elle soit la meilleure version d'elle-même, on va dire. Et qu'elle soit pas. Donc voilà, stérilet, on avait essayé, anneau, on avait essayé. En fait, la vasectomie existe et c'est facile.
Après, ça règle tous les problèmes. Et chez l'homme, ça ne change pas au niveau hormonal. Donc moi, c'est une décision que j'avais déjà prise quand on avait James. Je me dis, si on a un deuxième, que le deuxième est en bonne santé, Ok. j'attaque la vasectomie. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs urologues qui n'acceptent pas avant 40 ans. On m'avait C'est prévenu. vrai, ça, je ne savais pas du tout. Voilà, on m'avait prévenu. On m'avait dit un peu le genre de questions qu'on posait et tout. Donc là aussi, je suis venu méga préparé. J'avais mes réponses à toutes les questions de l'urologue. Je suis arrivé, j'avais encore 34 ans à ce moment-là. Je crois que l'urologue, il a vu que j'étais sûr de moi. Et il a remarqué que c'était une décision de couple et pas la femme Parce qui que me poussait à. excuse-moi de t'interrompre, c'est irréversible. Alors, Parce que moi, j'avais lu que c'était pas irréversible. Voilà, justement. C'est pour exactement. ça Donc, que je te demande. je pensais que c'était irréversible. Et là, l'urologue m'a dit c'est réversible, Ouais, mais c'est ça. Hein. Mais, ouais. plus le temps passe, moins il y a de chances que ça revienne à la situation d'avant. Et alors, je le referai pas. Parce que si tu fais une vasectomie dans un sens et que tu fais dans l'autre, a priori, tu vas refaire dans l'autre. Moi, refaire cette opération 2 fois, autant elle n'est pas relou, elle n'est pas méga douloureuse ni quoi que ce soit. J'ai pas envie de revivre ça encore 2 fois dans ma vie. Donc, je sais que c'est irréversible. On m'a parlé plein de situations. Tu te sépares de ta femme, t'en rencontres une autre, elle est belle, elle a fait des études. Ouais. Je sais, non, moi, c'est mort. Moi, j'ai mes enfants, ce sont mes enfants, j'ai pas envie de famille recomposée. T'es amoureux de Non, ta femme, voilà, t'es marié, t'es très bien. voilà, Voilà. je me vois clair. pas, je vois pas une séparation, donc, ouais. pas possible, et je me vois pas avoir d'autres enfants, vraiment. Voilà. Avec une autre, c'est mort. Et avec elle, comme je dis, ce qui m'est vraiment resté, c'est est-ce que tu as suffisamment de temps et suffisamment d'amour à partager sur un enfant supplémentaire? Et ma réponse, elle est clairement non là. Autant ma femme que moi, on est assez passionnés par nos carrières. Autant je connais des gens qui sont carriéristes avec 3 enfants, autant je vois que l'organisation, la charge mentale, elle est compliquée. Donc encore une fois, tu es carriériste, tu as un 3e enfant, peut-être que ça va dégrader un peu voilà, la structure familiale et C'est des pas choix envie à de faire. prendre ce risque. Puis changer de maison, enfin notre maison ne peut pas accueillir un enfant supplémentaire. Je sais que c'est très matériel, mais voilà, la décision a été prise depuis longtemps. Donc je l'ai fait. D'un point de vue testostérone, c'est un stress de certains hommes, ça change rien. L'opération, il y avait voilà, je connais plusieurs personnes qui ont des vasectomies. Certains ont eu une infection, certains ont dû attendre très longtemps avant que ce soit effectif, on va dire. J'avais très peur de ça, vu à quel point j'ai un super sperme. Ouais, J'aurais dû le vendre avant, ouais, mais bon, dû, j'ai ouais, oublié. voilà. Bref, mais l'opération s'est méga bien passée. J'ai eu un rendez-vous super rapide. Et il faut juste prévoir une semaine sans rien faire après. Ça, c'est le truc qu'on m'avait pas spécialement dit. L'urologue m'avait dit, voilà, pas de sport pendant 7 jours. Et donc moi, je pense, on est en Belgique, le sport le plus courant, c'est foot. Donc j'imagine, c'est comme s'il devait dire ça à un footballeur. Ben, franchement, 7 jours après la vasectomie, je ne m'imaginais pas faire un match de foot. Donc voilà, il faut vraiment prévoir une semaine où tu restes dans le lit. Moi, j'ai fait des formations pendant ce moment-là, c'était parfait. Et la 2e semaine, il faut prévoir du télétravail. C'est vraiment après 2 semaines que j'ai pu refaire du sport. Et prendre une vie normale. On va voilà, dire. quand tu dis refaire du sport, ça veut dire que tu es capable de tout faire. Une semaine un peu compliquée sur les déplacements. C'est pas douloureux, mais c'est une gêne. Et puis la 2e semaine, tu sens que ça va mieux. Et puis ça fait un peu des vagues comme ça. Il y a des petites phases où tu crois que ça y est et puis ça n'y est pas. Et puis après 2 semaines, là, c'est comme s'il n'y avait rien eu, quoi. Donc voilà, je voulais aussi en parler parce qu'on en parle très peu. Ah non, on en parle très peu. C'est super important aussi de clarifier les choses parce que les gens se font des films, ils ont une mauvaise interprétation parce qu'ils connaissent pas et qu'ils se sont pas intéressés. Et je pense que d'avoir des hommes comme toi qui témoignent et qui expliquent que c'est quelque chose qui est tout à fait possible et quelque chose d'assez sain, ben c'est super aussi. Ouais, et puis ça représente certes un certain coût, c'est 500 €. Bah, quand tu cumules la pilule sur 20, 25 ans, j'en sais rien. C'est pas ça qui, voilà. C'est un one shot que tu payes. C'est pas remboursé par la mutuelle, ça? Ah ben non, justement. Attends, c'était quoi l'explication? Je sais plus, mais ouais, c'est pas remboursé. Ouais, ça m'étonne pas que des choses comme ça. Ouais, voilà. Peut-être qu'après les choses vont évoluer, mais ça m'étonne pas. Voilà, c'est la moitié d'un iPhone ou le tiers d'un iPhone, j'en sais rien. Et c'est à vie. Ton iPhone, tu le changes tous les 3 ans ou je sais pas. Et un gosse, c'est beaucoup plus cher qu'une vasectomie. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça, donc là, maintenant, on est tranquille. Donc c'est effectif depuis 2 semaines. Donc normalement, ce que tu dois faire, c'est tester 3 mois après. J'ai testé 3 mois et 10 jours après. J'ai été un peu lent. Et super spermatozoïde. Et voilà, enfin, ils ont disparu. Donc désolé, je peux plus vendre. Je peux plus vendre. Alors. Voilà. Donc on s'arrête à 2 et enfin voilà. Bon, après ça fait que 4 mois là, mais très heureux de la décision. Pas de regrets, pas de remords, ni l'un ni l'autre. Oui, ça c'est important quand tu fais très ça. important. Ouais. Eh bien écoute, on va passer à notre dernière petite séquence avant de se quitter. Ma femme l'a déjà fait avec Bendo. Et donc voilà, c'est des petites questions. C'est tu préfères telle chose ou telle chose. Ok.
on n'est pas dans du trash, c'est en rapport avec la parentalité. Tu préfères te lever toutes les heures pendant toute la nuit et ce durant 6 mois, ou ne pas avoir une seule minute à toi et être sollicité en permanence pendant 6 mois? Ma femme avait mis 3 ans, je trouvais ça un peu trash. Je trouve déjà sur une période de 6 mois, c'est déjà pas mal. Être réveillé toutes les heures. C'est vrai, c'est quelque chose. Pendant 6 mois, je pense que le temps... En fait, j'ai plus facilement compensé un mauvais sommeil par du temps pour moi Ok, que compenser avoir 0 minute pour moi par du bon sommeil. ok. Tu préfères, après, voilà, le générique, tu pourras le choisir. Écouter le générique de la Patte Patrouille en boucle pendant une semaine ou raconter la même histoire en boucle pendant une semaine. On est sur une histoire de caca, le parcours d'une pomme dans le corps humain. Et c'est un vrai livre qui existe, si jamais tu veux. Sans hésitation, l'histoire. Raconter l'histoire En boucle, ça ne te aucun dérange stress. pas Là, on a beaucoup de chance. Notre fils écoute la même musique en boucle. C'est The Offspring. Oh, Magnifique. ah, trop cool. Bah, ça, Bon, c'est cool. ça devient lassant quand même. Ça hein, devient- oui, tout devient lassant. À force de Mais répétition, avant que ce oui. soit... Bon, là, ça fait 3 mois. Chaque trajet en voiture, même à la maison, enfin, c'est non-stop. Mais ouais, je suis pas mécontent que ce soit The Offspring. C'est à cause de moi. À cause ou grâce Ou à grâce, moi. on va dire grâce. On va dire grâce à moi. Ouais. ouais. Est-ce que tu préfères ranger un bac de Lego entier éparpillé aux 4 coins de la maison à 23h en gueule de bois de la veille, ou passer la spie sur des miettes collantes partout dans la maison, y compris sur le nouveau tapis blanc du salon? Lego. Lego? Ouais, ça fait très longtemps que j'ai plus une gueule de bois. Comme je disais, depuis que je suis papa, je bois quasi plus jamais. Mais voilà. Déjà, j'ai un avantage, j'ai jamais de gueule de bois. Donc, il faut que je m'imagine, on va dire, dans une extrême fatigue. Mais voilà, ranger des Lego partout, ça va me prendre du temps, certes, mais c'est aspirateur avec des trucs collants et tout. Non, Je préfère une maison en bordel que juste nettoyer les chaises des 2 enfants, tu vois. Ok, Après qu'ils aient mangé. Des dessins à l'indélébile sur tes murs parce que ton mioche se prend pour Picasso, ou un paquet de farine renversé dans toute la cuisine parce que ton gosse se prend pour Pablo Escobar? La farine, ça me semble plus facile. Juste parce que ça me semble plus facile. Parce qu'indélébile, c'est nettoyable, ça. Parce que là, ça peut être vite justement, l'enfer. James, Ça peut il être vient vite de l'enfer. dessiner par terre Ouais. et il a loupé la feuille 2-3 fois. Donc, on a des petites traces comme ça sur notre parquet. Alors moi, tout ce qui est esthétique, je m'en fous. C'est ma femme qui est plus déco et tout. Moi, je vois des traces par terre, ça, je peux toujours ma manière de marcher sur mon sol ne change va pas s'il y a des changer, traces ouais, voilà. ou pas par Ok. terre. Donc moi, je regarde pas à ça. J'ai pas encore eu la discussion de ce qu'on allait faire avec ma femme. Je crois que je vais devoir gagner un peu d'argent. Je vais devoir remettre le curseur carrière professionnelle vers le haut pour pouvoir changer le parquet de la maison d'ici 5-6 ans, quand on est sûr que l'IA ne fera pas cette même gaffe. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter d'indélébile. Il y a des marqueurs à l'eau qui existent. Mais on en pour les a, c'est enfants. ça le pire. Ouais, c'est ça. Mais ça j'ai déjà dit. Donc c'est une discussion qu'on avait eue avec ma femme. Le sport, c'est moi. Le côté artistique, c'est elle. Ok. Donc tout ce qui est dessin, musique, ça va être elle qui va gérer. Ouais, Tout ce qui est ouais. sport, ça va être plus moi. Bon, ma femme, elle va aimer suivre le sport pour nos enfants. Mais voilà, moi, le côté artistique, je ne l'ai pas trop. Ma femme l'a bien. Le côté sport, évidemment, c'est mon milieu. Donc ce sera pour moi. Et c'est vrai que je fais une petite parenthèse. Si ton fils ou ta fille veut faire du MMA, alors, j'aimerais bien qu'ils en fassent pour pratiquer. ouais. Parce que moi, ça m'a apporté tellement de choses dans ma vie. Ça La a changé ma vie. discipline, La découvrir le respect, tout la ça. découverte du MMA, c'est être capable de faire face aux obstacles, le mindset mental. performance, Ouais, le mental, hein. la discipline, comme tu l'as dit, la confiance en soi, parce que je suis quelqu'un qui a vraiment pas confiance en lui. Je suis passé de introverti à faux extraverti grâce au MMA. Pas que, mais je me sens mieux en tant que faux extraverti qu'en tant qu'introverti avant de découvrir le MMA. Et juste savoir comment étrangler quelqu'un ou frapper quelqu'un si ça s'avère nécessaire. Ouais, C'est toujours pratique. Ouais, ça me relaxe dans pas mal de situations quand même. Donc j'aimerais que mes 2 enfants en fassent. Compétition, je suis un peu moins chaud. Ok. Voilà. Ouais, c'est un peu normal. Et la toute dernière, monter un meuble de grande marque suédoise avec un enfant de 3 ans qui t'harcèle constamment pour t'aider et qui te vole tes outils et tes vis. L'autre. Ou Peu importe. l'autre, écoute là, elle est quand même pas mal. Ou une journée en voiture avec ton enfant qui a une gastro carabinée. Je t'avoue qu'il y en a un peu sur le siège et qu'il empeste un peu le caca. C'est une colle, ça. Ouais, elle est pas mal, hein, celle-là.
Le meuble, quand même, dans ce cas-là. Ouais, Parce que, pas mal. en fait, tu Je vois, comprends. le côté, la meilleure qualité d'un parent, c'est la patience. Voilà, si tu sais à l'avance que tu vas devoir monter ce meuble euh, avec ton enfant qui est dans les parages, tu sais à quoi t'attendre. La gastro dans la voiture, c'est un peu violent C'est et violent, le nettoyage après ne me chauffe pas. Et par expérience, je crois que c'est dans la voiture de ma tante. Elle avait une fois renversé un yaourt périmé. L'odeur, elle est restée pendant des Ah mois. ouais, c'est C'était l'enfer, hein, affreux. ça. Alors, Les ça sièges arrive en tissu, été, ouais. tu peux ouvrir les fenêtres, mais même, c'est pas top. Mais alors, est-ce qu'en Belgique, on a vraiment en été? On a un week-end par an? Ouais, ça, Voilà, c'est il un faut peu de la chance que compliqué, ça il arrive faut de la ce chance, ouais. week-end-là, tu vois. Ben écoute, Chris, voilà, on va mettre un petit point final à notre discussion qui était super agréable. Merci, j'ai C'était vraiment très kiffé. chouette. Et merci beaucoup d'avoir pris de ton temps en tout cas. Et bonne continuation pour tout ce que tu entreprends et beaucoup de bonheur dans ta vie familiale. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On dit toujours qu'une conclusion doit faire le lien avec l'introduction. J'étais enthousiaste à l'idée d'avoir cette discussion et j'avais raison parce que c'était vraiment un gros plaisir. Donc, Super. merci à toi, merci à Axel. Félicitations pour votre projet. Je vous souhaite Merci vraiment beaucoup. le meilleur parce que voilà, donner de la lumière sur la vie de parents. Comme je le disais, moi, quand j'étais sur le point d'être papa, je me suis renseigné sur Internet et c'est vrai que j'avais pas trouvé de podcast. Et je suis un fan de podcasts. Donc, le fait d'en avoir, je pense que ça va vachement aider les futurs parents et aussi ceux qui le sont déjà d'avoir des informations sur Ah oui, des c'est gens qui clairement vivent notre but, ouais, potentiellement la clairement. même chose que. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul sur la Exactement. planète d'Aaron. Ouais. Merci beaucoup, Chris. Merci à toi. Salut.